parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue. Il est diplômé de l'Université Laval en lettres et en pédagogie, a été professeur, journaliste, reporter, chroniqueur, éditorialiste, scénariste, écrivain, auteur. C'est presque fini. Producteur. Toujours actif, ce grand parmi les grands, prolifique auteur et père de 3 enfants, grand-père et arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Bon. Régent Tremblay, bonjour. Bonjour. Quelle carrière? Moi, je suis impressionné. Quand j'ai commencé à étudier en journalisme à la fin des années 70, on parlait de toi comme un exemple, un gars à surveiller. Par chance, tu as commencé à 5 ans, sinon tu serais vieux? Non, j'ai commencé... dans le journalisme, j'avais 26 ans, en 1970. Je mets la date du 15 avril, mais les élections provinciales ont eu lieu le 29. Puis le rédacteur en chef du Progrès régional à Chicoutimi, Jacques Caillé, avait pris parti pour le PQ, ce qui, en 70, dans une ville libérale, c'était dangereux. Et il m'avait déjà approché, mais je te raconterai ça plus tard un peu. Mais j'ai commencé professionnellement, je dis probablement le 2 ou le 3 de mai, mais j'ai eu mon entente verbale, évidemment, avec M. Gaston Vachon, de Progrès Dimanche, le 15 avril. 70. Souvent, oui, quand même. Souvent, moi, j'ai noté que la fierté du Bleuet, Saint-David-de-Falardeau, ça n'a jamais été renié. Pour toi, c'est fondamental. Il y a un texte extraordinaire qui a été publié par Richard Martineau. Des fois, je trouve qu'il est bon, des fois, je trouve qu'il est pourri, des fois, je trouve qu'il est normal. Mais j'ai trouvé ce matin, il dit, on parle de gauche-droite, mais il dit, dans le fond, on devrait parler de les déracinés puis les enracinés. Les déracinés, c'est une nouvelle génération là, qui ont l'anglais comme langue commune, pour qui un pays, une nation, une province, une ville, c'est comme une chambre d'hôtel. Ils s'installent là le temps que ça fait, puis après ça, c'est fini. Et les enracinés trouvent que la langue, la culture, le passé religieux, qui font partie d'une personne et d'une nation sont importantes. Moi, je pense que le fait d'avoir été une nation, on était une nation canadienne-française, puis on est devenu la nation québécoise. On est des Québécois qui parlent un français, je dirais, vieillot, mais qui valait la peine que nos mères fassent 12 enfants, puis qu'on essaye de s'instruire pour cultiver. Je trouve que le français est une très, très belle langue, que la façon de penser qui vient avec la langue méritait de vivre et de pas juste survivre. Ouais. Et ça n'a pas changé dans la façon de penser. Mais comment on part de Saint-David-de-Falardeau, on a fait 2 bacs à l'Université Laval, on étudie le grec, on enseigne le latin, tout ça, j'essaie de voir le lien. Ça vient d'où, cette passion-là? J'enseignais le latin et le grec. Et pour te dire, le niveau scolaire, j'enseignais ça au secondaire, là. On avait 3 ans de latin, 5 heures par semaine. C'est ton choix, ça, de oui. Par intérêt. Et par paresse. Le latin, c'était certain, les élèves passaient des tests d'intelligence. On n'appelle pas ça test d'intelligence, mais d'aptitude. OK. Puis les meilleurs, ils faisaient du latin. Fait que t'étais sûr de parler du monde intelligent pratiquement tous les jours. Dans la vie, je trouve que c'est un grand, grand privilège. Puis après ça, quand on a lancé le grec, on prenait les meilleurs de latin, on a pris les 30 meilleurs qui faisaient du latin, puis on a fait une classe de grec avec cette classe-là. Te dire le plaisir que j'ai pu avoir. Imagine, c'est pas compliqué, mais imagine-toi une classe que la moyenne, c'est 120 de quotient. Avec eux autres, j'ai fait... Tu te bats pas tant que ça, là. Non, puis avec eux autres, à un moment donné, le cours d'histoire grecque, j'avais eu 4 heures de langue et 1 heure d'histoire et de culture. On avait fait... ça s'appelait Grèce Express. Un vrai hebdo, là. 8 pages. Voyons. Oui, 8 pages. La manchette, c'était... En quelle année, à peu près, là? En 73. OK. Troyes brûle. On est sans nouvelles d'Ulysse. Et là, les élèves faisaient la place des femmes à Athènes. Les filles faisaient ça, là. Mais t'enseignais-tu à Chicoutimi à ce moment-là? Oui, à Chicoutimi. OK, c'était à Chicoutimi, c'est ce que t'enseignais. Et ça, c'était, je veux dire, une retombée
du reflet falardien. Mon premier pas dans le journalisme, ça s'est appelé le reflet falardien. Falardeau, il y avait 1600 habitants. Puis il y avait la chambre de commerce. Non, il y avait la jeune chambre. On appelait ça la jeune chambre, les moins de 30 ans. Il y avait un journal fait sur un stencil. Mais là, les gens ne peuvent pas comprendre. Un stencil, ça sentait l'alcool. C'était écrit. J'ai connu ça. Le journal était fait à la main. Là. Oui. Puis quand ils m'ont dit, la première chose que j'ai dit, on va faire un vrai journal. Mon père était président de la commission scolaire, fait que j'ai vendu le back page à la commission scolaire. Puis c'était mon chum qui était maire, fait qu'on lui a vendu une autre page, ça faisait 600 $. Et c'est ça que ça coûtait pour imprimer. On a fait un vrai journal. Au départ, as-tu déjà pensé que tu ferais ta vie, mettons, comme prof, d'un début? Parce que je suis pas sûr que tu avais tracé la ligne journalistique puis création puis tout après. Non, le journalisme. Il y a des affaires qui ont dû arriver à coïncidence accidentelle. Ben oui. Le journalisme est arrivé avec le reflet falardien. Dans mon village. Le début, la genèse est là. On a fait au lieu de faire juste du stencil, j'ai dit on va faire un vrai journal. Fait que là, on a vendu 2 pages avant que le journal existe. Pour ça, je suis allé au Progrès Dimanche. Okay. Pour faire le journal. Okay. Faut que tu le fasses imprimer, le journal. Faut que tu le fasses monter. L'objectif, au départ, c'était juste de t'aider pour l'autre. Mais finalement, t'as trouvé une job là? Mais c'est rendu là. Quand je suis allé chercher le 3e édition, celle-là qui couvrait le carnaval de Falardeau. On rit, mais en même temps, c'est vraiment le début de Régent Tremblay, c'est capoté. Comme ça que ça a commencé. Mon premier texte, c'était la critique du disque d'Elvis à Las Vegas. Le retour d'Elvis à Las Vegas. J'étais un fan d'Elvis. Tant qu'à être boss du journal. Fait que j'ai les pages culturelles. J'ai fait le retour d'Elvis. Et je suis allé donc au Progrès Dimanche puis pour aller chercher mes 300 copies qu'on distribuait le dimanche matin. Et ils m'ont dit, M. Vachon voudrait te voir. Là, je comprenais pas trop parce que j'avais payé mes comptes. On payait après. J'ai dit, pourquoi mon journal... Que j'ai fait de mal, quasiment? Ouais, oui. Là, je suis rentré là, puis M. Vachon, il mesurait 5 pieds 2. Puis j'étais assez brillant pour savoir qu'à 6 pieds 1, quand tu rentres dans le bureau du président qui mesure 5 pieds 2, lui, il se lève debout tout le temps derrière son bureau. C'est assis. T'es assis, toi, au moins, tu sais, pour être égal. Et il dit, où est-ce que tu as appris ça, à faire du journalisme, toi? Ben, c'est pas compliqué, ça. Je lis le Progrès dimanche, j'ai bien vu. Faites pareil. Ben, il dit, m'a probablement avoir besoin de quelqu'un comme toi, là, bientôt. Ah. Puis, ben, j'ai dit, je quitte pas l'enseignement, là. On est en 73? Non, 70. 70, OK. Fait que, il dit, non, il dit, tu peux faire ça, là. Il dit, le Progrès dimanche, on sort le dimanche. C'est quasiment ça slide, là, on va tout. Oui, c'est ça que j'ai fait pendant 3 ans à temps partiel au Progrès dimanche. À temps partiel. J'enseignais dans le jour. Mais imagine-toi, est-ce que ça, le trip, même pour la direction de Charles Gravel, la grosse polyvalente de 3000 élèves, là, quand t'as un de leurs gars et dans le Progrès dimanche, fait que, mettons que quand l'école faisait une activité, le secteur mécanique, je faisais 40 une photo, tout le monde était gagnant. Je gagnais 60$ par semaine pour faire ça, pour le Progrès dimanche. Et tu fais ça 3 ans, puis là, c'est la presse après? Est-ce que je saute une étape, c'est la presse? Comment ça arrive, la presse? La presse, c'est... il y a une étape entre les deux. Il y a eu la fondation du Quotidien, le journal Le Quotidien. OK. Et le 1er octobre 1973. Ma vie marche avec des dates de même. Les Olympiques ou des fondations de journaux. Et le 1er octobre 1973, c'était la fondation du Quotidien. Et là, il fallait que je fasse un choix, là. Et j'avais commencé mon année d'enseignement, là. C'était ma 10e. J'entreprenais ma 10e. Quand même. Ouais. Et j'avais 29 ans. J'avais 29 ans. Et là, j'étais coincé, là, parce que mon père était vice-président de la commission régionale, la commission scolaire régionale. Puis là, lui, il dit, « Hey, t'es-tu fou, là? 2 mois de vacances, ton fonds de pension pour aller lancer le Quotidien. Oui, voyons donc. Reste dans... C'est ça. Puis là, c'est taouin comme pas deux. Je pensais à moi-même, me ramasser... le cash de mon fonds de pension, c'est 400 000. Au lieu de le laisser là, il me prend ça. J'ai ramassé le 400 000. Un char coûtait 4 000 dans le temps. Fait que j'ai retiré mon fonds de pension. Le 1er octobre, j'ai quitté le 30 septembre, j'ai quitté l'enseignement. Et René Lévesque faisait un discours le dimanche à Arvida. Parce que, rappelle-toi, les élections en 70. Après 70, puis après 73. Donc, aux élections de 73, les élections étaient en novembre, je pense. Ouais.
15... Non, c'est 76, 15 novembre. Non, donc, mais il y avait des élections parce que je suis allé couvrir... C'était l'évêque et Bourassa, là. C'est ça, 73. Je suis allé couvrir... Oui, le PQ avait eu 6 comtés au lieu de 7. Alors qu'il y en avait eu 7 en 70. Et la manchette, la première manchette, le premier texte que j'ai fait, c'était la une du quotidien. Du quotidien, c'était « Après la Révolution tranquille, l'indépendance tranquille ». Ça avait été le thème que M. Lévesque avait... Le discours, ouais. Et j'avais fait le texte. J'avais couvert Arvida. Et après ça, est arrivé au mois d'août, il y a eu les élections fédérales. Et ça se raconte, mais c'est tellement incroyable. Ceux qui ne voudront pas le croire, pas obligé. Mais c'est tellement fou. Mais pourquoi tu mentirais? Non, mais c'est parce que... Rien à gagner, rien à perdre. Non, mais il y a des affaires dans la vie que ça se peut pas, là. Ça se peut pas. M. Trudeau arrive à Chicoutimi, puis, je sais pas, il y avait un cercle de presse, en affaire de même, à Chicoutimi. Puis là, il y avait un avion. Évidemment, Trudeau voyageait en avion. Et là, il fallait qu'il s'en allait à Roberval pour prononcer en fin d'après-midi un discours à Roberval. Donc là, les locaux, les indigènes, on était 3-4 qui nous ont admis dans l'avion. Moi, quand je suis arrivé, il restait une place. Je peux pas voyager debout. C'était Trudeau. Il restait une place. Excusez-moi. Il s'est tassé. Ben voyons. Ben oui, je suis assis à côté de lui. Il y a un gars de la GRC qui me met la main sur l'épaule. Et là, genre garçon. Non, mais des boîtes à mal, j'en ai fait brûler, moi, là. Ouais. Tu sais. Mettons que j'étais pas trop fédéraliste. Non. Puis là, j'ai dit, hey, touche-moi pas. Fait que là, Trudeau a parti. Il dit, non, laissez monsieur. J'étais assis avec. Fait que là, on a commencé. Jaser un peu? Ben, quand ça a levé, là, puis là, j'ai demandé. Mais ce qui m'intéressait, là, il y avait 2 affaires qui m'intéressaient. 2-3 jours avant, Margaret avait dit que c'était difficile pour une jeune femme, les élections. Puis elle avait parlé de lui, que c'était le premier homme, l'homme qui lui avait révélé la vie. Elle avait dit ça à Winnipeg. Fait que j'ai demandé, j'ai dit, ça doit être difficile pour quand même un homme d'un certain... J'avais 29 ans, tu sais. Pour un homme d'un certain âge... Pas lui, quand même. Ça doit être difficile d'avoir une jeune femme comme ça, faire une campagne électorale. Là il m'avait dit, oui, mais ça fait partie de la vie. Ça t'aurait-tu inspiré pour ta vie? Ben oui, je sais. Non, ça a fait ça, finalement. Ouais. Puis là, la deuxième question, puis je trouve que c'est une question importante. J'ai dit, c'était à la maison, là, vous êtes toujours sur la route, puis sa mère est anglophone. Quelle langue qu'il parle? Il me semblait que... Ouais, à la maison, c'est en français? C'était en anglais. Oh. Mais il dit, moi, je lui parle toujours en français pour qu'il puisse maîtriser les 2 langues. Puis il m'avait répondu poliment. Puis là, mais il faut avoir 29 ans. Faut être un peu... L'arrogance de cet âge-là. Faut être beluet. Ouais. Là, il dit... Puis là, il n'y en avait pas de téléphone, là. J'avais mon... Toi, t'étais prêt à écrire en même temps, ça? Là, puis j'avais mon Kodak, là. Ma petite caméra. Ouais. J'ai dit, M. Trudeau, je peux-tu photographier en train de regarder le lac? Mon article. Je suis levé debout dans l'allée. Je clique. Là, j'ai demandé, pouvez-vous regarder le lac? Si vous allez voir il est là. Ça doit être au... Dans les archives, il est là. C'est au mois de juillet, ça. C'est extraordinaire. Et le titre, c'était « Quand Trudeau a les bleus ». C'est fantastique. J'ai écrit le texte. Arrivé à Roberval, je savais su que le discours, je m'en... Ouais. Sacrait-tu pas mal. T'avais ton histoire. Ben voyons donc. Fait que je suis allé je pense que je suis allé au motel Sierra. À l'entrée de Roberval, j'ai écrit ça. Ça fait le chemin de ton style d'écriture tout le reste de ta carrière. Les histoires, les rencontres. C'est ça. Je pense à Guy Lafleur, je pense à des choses qu'on va jaser tantôt. Mais là, le gars de la presse, Paul Lompré, eux autres, ils sont revenus coucher à Chicoutimi. OK. Paul Lompré, il a ramassé le journal. Oh! Comme ça. Il a mis ça dans sa valise. Après les élections étaient le 8 de août. Je suis convaincu. On peut valider, là, mais je pense que c'est le 8 de août. Et donc, vers le 15 de août, je reçois un téléphone de la presse qui me dit, on aimerait ça te parler, Régent. Et c'est Albert Tremblay, qui était gérant de la salle de rédaction, mais qui était un ancien gars de Chicoutimi. Et c'est comme ça. Là, j'ai dit, ils t'ont recruté, dans le fond. Comme ça. T'es persuadé que c'est l'article avec M. Trudeau, tu penses qu'il a été la lumière? Ah non, ils me l'ont dit. OK. Et là, j'ai appris ça après. Quand ils ont fait le débriefing, après 2-3 jours après les élections, à la fin du débriefing, Paul Lompré, qui mesurait à peu près, on l'appelait le furon, pauvre Paul, il mesurait 5 pieds 2, puis 5 pieds 3, lui.
Et il avait dit, regardez ce texte, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Comme ça. Après ça, il était mon boss, Paul, tu sais. Mettons qu'il n'a jamais eu de trouble avec moi, hein. Et, tu sais comment j'étais inconscient? Ça pressait parce qu'il y avait eu des malades, puis des départs. Ouais. Bref, c'est Georges Hébert Germain qui faisait les faits divers de nuit. Oh. Ils ont été obligés de demander à Georges Hébert de rester aux faits divers un bout. Parce qu'il n'y a pas de monde pour le faire. Parce que moi, j'attendais que ma fille vienne au monde. Et ma fille est née... Ton père, était-tu vivant à ce moment-là? Oui. Oui. Mais est-ce que lui qui voulait que tu restes prof, là, tu l'as fait capoter 2 fois? Non, c'est pas là qu'il a capoté. OK. Ça fait que là, j'ai resté... Donc, je leur ai demandé d'attendre un peu. Ma fille est venue au monde. Là, je suis monté à Montréal. Non, je suis monté à Montréal avant que ma fille est née au monde le 19 août. J'ai dû venir à Montréal là, une semaine avant. OK. Attends, gros, mon ex était sur le point d'accoucher. OK. Là, je suis arrivé là, j'avais un chandail Festival du Bleuet de Mistassini. J'avais fait la job pour le quotidien un petit peu avant. Et là, ils m'ont offert la job. Là. Quel job, au début? Pour rentrer. Fait d'hiver de nuit. OK, c'était celle-là, de Georges Hébert. De Georges Hébert. T'étais le sauveur de Georges Hébert à ce moment-là. Oui, parce que là, Georges Hébert, lui, il l'attendait aux arts et lettres, arts et spectacles. Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? De toute façon, tu peux pas voir ce qui s'en vient après, mais fait divers, tu t'en foutais. Non, mais au Saguenay, je faisais la politique régionale, l'économie. Tu as touché à tout. Bon, parfait. Mais qu'est-ce qui t'intéressait d'abord? Aller dans la grande ville? C'est pas tant que ça ton genre? Ou non, la presse. OK, la presse. Le journal. OK, une maudite bonne raison. Au quotidien, à Chicoutimi, puis au Canon disait la presse. Oui, là. Et la presse, ça m'avait frappé. Quand je parlais avec des journalistes de la presse, ils ne disaient jamais, j'ai une grosse nouvelle, ils disaient toujours, j'ai une maudite bonne histoire. Et le terme à la presse, ça a toujours été, ça fait 50 ans, puis c'est encore ça. J'ai une maudite bonne histoire. T'es-tu là, toi, à 50 ans de carrière? Le 15 avril. Wow! Ouais. Mais je te félicite déjà. Bravo. Mais si on compte le reflet fallardien, c'est fait. Mais professionnellement. Non, mais quand même, Régent Christy, tu dois être fier de ça, là. Oui, mais hein. Et puis, d'ailleurs, fait d'hiver de nuit, là, j'ai fait Michel Gagné dans ce coup. Il arrivait avec un camion du zoo de Saint-Félicien, les 2 danseuses. C'est sûr que ça t'a inspiré, il y a tellement de choses. Mais vu que tu parles du journalisme avant qu'on aille dans plusieurs de tes facettes, il faut que tu me parles de l'évolution du journalisme parce que tu es assez vieux, encore assez jeune quand même, fringant, mais assez vieux pour avoir vécu tellement de différences dans la façon de faire le journalisme. Est-ce qu'on s'améliore ou c'est complètement autre chose à tes départs, à tes débuts, puis jusqu'à aujourd'hui? C'est un autre univers. Complètement. En 50 ans, c'est OK. Non, je veux dire, sérieux, là. Je pense que ce qui a resté, c'est qu'il faut d'abord raconter une bonne histoire. De préférence quand elle est vraie. Tu sais? Ouais. Je pense que, de préférence quand elle est vraie. C'est une histoire qui mérite d'être bien racontée parce que les gens, tu ne peux pas, tu sais, il se fait beaucoup trop ça maintenant, là. Tu prends une petite affaire, tu mets de la poutine autour, tu gardes ça, une photo, puis bang, puis là, t'assassines, puis le lendemain, tu passes à d'autres choses. Ça, c'est vrai pour le journal, c'est vrai pour la presse, c'est vrai pour la télé et la radio. Mais il n'y a rien qui bat une histoire qui est racontée par quelqu'un qui a été témoin, qui a parlé aux témoins, qui essaye d'analyser les causes, qui parle ou qui réunit les... Parce que ce que tu trouves dans le journal, il faut jamais oublier que c'est l'effet d'autres choses. C'est le résultat. Mais quelles sont les causes? Moi, ils peuvent parler de Canadien, par exemple. À un moment donné, le Canadien a perdu. Là, à TVA Sport, ils vont en parler pendant 4 heures, 3 heures, 2 heures le soir après ça le lendemain matin, puis là, ils l'analysent, puis l'entre de match, puis... Mettons, en général, sur un match de 2h30, ils vont faire 5-6 heures d'analyser la défaite. Oui, je comprends. Là, ils analysent la victoire. Mais la cause de la défaite, puis la cause de la victoire, c'est qui a drafté, qui a repêché, qui coach, qui exerce l'influence. Je veux dire, comment ça se passe dans le vestiaire? Les joueurs sur la patinoire sont le résultat du vestiaire et des bureaux. Qui prend les hautes directions en haut, ça commence par Jeff Molson, ça descend. Ouais. Comment ça fait que ça fait un club de cul sur la glace?
Mais qui parle? Comment ça se fait que c'est un club de cul sur la glace? Personne, parce que dans le journalisme, avec un grand guillemet moderne, les liens économiques des entreprises sont tellement puissants que le sujet de reportage devient le sujet de revenu. Oui, ça va ensemble. Ou de déficit. Ça veut dire que tu fais un match de hockey qui dure 3 heures à RDS. RDS a payé 1 million pour son match de hockey de 3 heures. La seule chance qu'ils ont de pouvoir rentabiliser ça, c'est de prendre le 3 heures, puis là, de l'étirer avec l'antichambre. 5 à 7, l'antichambre. 5 à 7. Puis c'est la pub. Tu mets plus de pub, c'est ça que tu dis. À partir de tes 3 heures de hockey, avec ton association avec le CH, tu vends de la pub, puis à la fin de l'année, RDS arrive à faire un petit profit, puis TVA fait un gros déficit. Est-ce que tu es parfois nostalgique de la façon avec laquelle le métier s'est déployé au fil des années? De ce que toi, tu as vécu, parce que tu l'as vécu. Ben moi, je trouve que j'ai été... je te dirais pas que je suis nostalgique, parce que je suis dedans, maudit. Là. Mais oui, t'es encore dedans au bout. Là. Mais ce que je trouve, c'est... Enfin, je suis conscient que j'ai été... Tu vas me dire que c'est un privilège que j'ai gagné, là, mais nous avons été privilégiés. Grandement privilégiés. Je pense à Bertrand Raymond, Penneau dans le temps, Bernard Brisset, Claude Larochelle, Maurice Dumas, La Douceur Albert. Oui. On a été, comme journaliste, on a été privilégiés. Mais moi, encore plus, parce que la plupart de mes collègues se sont limités beaucoup au hockey. Un peu de baseball, mais hockey. Alors que moi, j'ai vraiment, là, à fond, j'ai fait la boxe. Je suis allé voir Mohamed Ali. J'ai fait de la boxe partout. La F1. La F1, j'ai fait le tour du monde. Les Olympiques? 7-8 fois. J'ai fait à peu près tous les Olympiques. Non, j'ai fait je suis rendu à 12 ou 13 Olympiques. Puis je te dirais pas, c'est tout le reste. J'ai fait des grands chelems en Donc, Australie. t'es pas tant que ça un journaliste de sport. T'es un journaliste d'histoire, d'intérêt. Je suis un journaliste, point. C'est tout. OK, parfait. C'est plus clair parce que c'est pas juste sport. Là. Non, mais je me suis... c'est l'être humain. Je suis spécialisé. Le champ d'action principal, c'est le sport. Ça, c'est vrai. Mais j'ai couvert des campagnes électorales, mais même au sport. La presse, là, j'ai fait la campagne électorale de 76, j'ai fait la campagne électorale de 79 au fédéral. J'ai fait, en Afrique, quand je suis allé la première fois au Burkina Faso, que j'ai vu c'était quoi la réalité, là. À un moment donné, j'ai pas eu besoin d'appeler à la presse, là. J'ai dit, tabarouette. J'ai demandé à mes amis d'organiser un cercle de presse le lendemain. On est arrivé à Ouagadougou à 10 h le soir, juste de l'aéroport de Ouagadougou. J'ai dit, mais mon Dieu, c'est quoi ça? On est où, là? Et le lendemain, j'ai demandé à Semafo, la compagnie minière. À 4 h le lendemain, on a organisé un cercle de presse. Et en Afrique, tu organises un cercle de presse où il va y avoir un repas servi. Oh. Quand les journalistes gagnent 1 pièce par jour, 30 pièces par mois. Puis il était une 25-30, puis qu'on a commencé à échanger d'égal à égal. Eux autres, d'avoir un barbu blanc, là, d'abord, tu meurs à 40 ans. Ben oui. C'est tellement impossible, tu sais. Et puis que je leur parlais, puis que je posais des questions, puis, tu sais, une conférence de presse, il faut que tu prennes ta mobilette à 2,75 le litre d'essence quand tu gagnes 1 pièce par jour pour aller couvrir une conférence. Puis là, quand j'ai vu elle s'appelait Pauline. Elle attendait son moment pour avoir le stylo. Parce que le journal est supposé fournir le stylo au journaliste qui va faire une conférence de presse. Puis là, avant de partir, elle attendait que quelqu'un ait fini du stylo, parce qu'ils écrivent le texte au stylo à la main. Il y a un ordinateur, puis il donne ça à un spécialiste qui lui rend ça dans un traitement de texte. Mais le deadline était à 1 h l'après-midi pour le journal du lendemain matin. Puis là, je me disais, mais voyons. On chiale calvaise parce qu'on n'est pas capable d'avoir le temps double le dimanche. Oh. Qu'est-ce que le métier t'a apporté de plus beau? Tu sais, quand tu fais le bilan, l'aventure. OK, parce que t'es pas à bout d'âge, mais tu sais, on comprend qu'on en a plus de fêtes, là. Puis tu regardes ça, tu dis, d'abord, tu t'as jamais douté une demi-seconde de ton choix. Non. Mais tu sais, tu l'élargis. T'as pris un journalisme assez large. T'étais en production, écrivain, puis tout. Fait que finalement, c'est à ton choix tout le temps. Des opportunités ou comment? Parce qu'on va en parler, je veux qu'on sépare ça, parce que là, on a parlé du journalisme. T'sais, on va s'arrêter 2 secondes pour aider les gens à respirer un peu, puis on revient avec un autre sujet. Merci, okay. Prof Tremblay. On
On est avec Régent Tremblay. On a parlé de l'aspect journalistique. Il y a tellement d'autres choses, d'autres cordes à ton arc, comme on dirait. Mais allons-y avec la couverture du Canadien de Montréal et les Nordiques éventuellement. Mais d'abord, le Canadien. Comment ça arrive, la première affectation? C'est un souhait? Ben, j'avais... Yvon Pedneau a quitté la presse pour passer au Montréal matin. Okay. Moi, j'avais 5 mois et demi de fête. Donc, ma probation à la presse, c'était 6 mois. Fait que, okay. Je savais même pas, tu sais, je me doutais bien que, mettons, avec ce que j'avais fait des 5 premiers mois, il n'y aurait pas grand problème là. Okay. Et là, le poste s'est ouvert et ils m'ont offert soit chroniqueur municipal, parce que ça, je faisais au Saguenay. Je couvrais le conseil municipal aussi. Et ils m'ont offert le poste de chroniqueur municipal, où ça aurait pu être un moyen trip aussi, là, avec les Olympiques puis l'enquête Malouf. Mm-hmm. Ou le Canadien. J'ai pas commencé au sport n'importe où, là. OK. J'ai pas fait de junior. Pas... Zéro. Ils m'ont fait direct. Le Canadien, ouais. Et là, j'ai dit, moi, là, j'écoute, tu viens de faire... Là, t'es en quelle année quand tu commences à couvrir? Le Canadien? Février 75. J'allais dire les esprits de belle année, là, quand même. Ah, Caroline de Ville. Les 4 premières années à temps plein, 4 coupes. C'est pour ça que je leur dis, les journalistes d'aujourd'hui devraient les fouetter, ça marcherait mieux. Mais... on t'offre le Canadien, ça. Quand tu parles de privilège, là, c'en est un. Là. Comme ça. Bang, t'as rien demandé. Puis j'avais jamais été au sport. J'avais jamais fait de sport dans ma vie. Oui, mais quelqu'un avait vu ton talent, Régent. Ouais. Oui, c'est pourquoi. Dans le fond, tu fais des affaires des fois bénévolement, que c'est très rentable. J'étais passionné par l'aventure de l'AMH. Et j'avais fait des papiers gratis avec Serge Bernier, puis les assistances dans l'AMH, mais vraiment pour le plaisir. Puis, je viens de faire Ardo. Moi, là, le plus loin que j'étais allé, je suis venu à Montréal la première fois à l'Expo 67, mais on s'est pas rendu à Montréal. Mon père a pris... Comment ça? C'est trompé? Non, il a pris un motel cheap à Longueuil, puis on s'est rendu jusqu'à l'Expo, puis on est revenu. Je suis rentré à Montréal la première fois, ça doit être en 70, 71, un reportage avec Québécois. J'étais monté dans l'avion de Québécois. Gratis? Gratis, puis j'étais revenu avec Québécois à la fin de la journée. J'étais allé au forum. C'est bien pour dire. T'as pas hésité quand on t'offre le Canadien à la presse? Non, mais il fallait que je règle un problème. C'est que tu viens de faire l'Ardo, là. Je savais quelques mots d'anglais, Blue Sweat Shoes, Jailhouse Rock, Don't Be Cruel. Puis à l'oreille, l'effet des chansons, là. Don't Step on My Blue Sweat Shoes. Je savais bien que ça voulait dire pile-moi pas sur mes souliers bleus. Mais je parlais pas l'anglais. Et la presse, ils ont été cool. Là, en soirée, je couvrais l'enquête du coroner sur la mort de Richard Blas, que oui. Libachek avait descendu à Sainte-Agathe-Citadelle. Donc, l'enquête avait lieu à Saint-Géraud. Et dans le jour où j'étais chez Berlitz, j'ai commencé, moi, là... Ils te l'ont-tu demandé ou c'est toi qui as dit « Hey, Christy, faut que je m'enligne, là? » Ah, non, c'est eux autres qui ont dit « On va te payer Berlitz. » La presse, il y avait de l'argent dans ce temps-là. Là. OK. Fait que là... T'avais la volonté, fait qu'on y va. J'ai 3 jours. J'ai commencé de même. The table. The table. The table is front of you. The wall is behind you. Et Batin, tu partais de loin? Je partais de là. The table. Mary go to school by bus, c'était pas loin de là. I put the pen. This is a pen. I put the pen on the table. Là, t'as 30 ans passés, là. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Et, non, c'est en 75, j'ai 31 ans. Non, c'est en 75, ouais, j'ai 31 ans. Et j'ai commencé de même. OK. Et là... Mais t'as appris vite, je comprends? Ah, j'ai appris... I'll ask short questions, give me long answers. J'ai appris aussi I want to go to the Statler Hilton à New York. Mon premier voyage, c'était à New York avec Jean-Paul Chartrand-Lepay. Lepay, il y avait 45 dans le temps. Aujourd'hui, il y en a 95 ou 90. Il est encore à TV, mais il était mal commode. Et on était à New York, là, puis on était sur Broadway en s'en allant sur la 42e, puis là, il me disait « Hey, Falardeau, faut que tu marches les épaules tournées vers les immeubles. » Je le croyais, parce qu'il dit « Le couteau va rentrer de travers, ça va être... ça ne pognera pas le cœur. » Hein? Il me dit ça, ça va vrai 5 minutes après, on arrive dans un coin de rue de la 42e dans ce temps-là, là, tous les dealers de héroïne avaient des trench coats, il y avait des sacs brochés dans le coat. Non, mais avant qu'il fasse le ménage, la 42e, là... C'était pas beau. Non. Et là, on arrive là, il y a un gars, un cadavre qui se meurt sur le trottoir.
Là, moi, je vais aller voir Jean-Paul. Il était ici. Mais j'ai commencé demain. Ça a été un peu ton mentor? Est-ce que lui t'a aidé juste pour comprendre la patente? Pour le premier voyage. Oui, parce que le premier voyage, on avait fait Canadien Rangers, c'est ça? Canadien Rangers un samedi soir, puis il jouait le mardi à Toronto. Okay. Là, on est allé à Toronto, j'ai slugué un gars dans le bar en bas. Ben voyons. Ça a mal commencé, disons. Frog, j'ai appris vite c'était quoi. OK. Un gars sous de Calgary, il y avait un congrès d'ingénieurs. Vu que tu parlais français, il t'a écœuré. Il m'a écœuré un peu. Paf, merci, bonsoir. Aujourd'hui, tu seras peut-être en prison. Le problème, c'est que... Aujourd'hui. Non, mon nom... Autre temps. Non, t'avais pas ton... Mais j'étais enregistré à l'hôtel sur le nom de Yvon Penneau. Parce que Penneau venait de passer à Montréal matin. T'es vraiment écœurant. C'est vraiment drôle. Mais là, le gars... le nom d'un autre journaliste. Donne une claque, ça y est. Non, mais... Là, le maître d'hôtel, il revient, il dit, c'est quoi votre nom? C'est What is your name? Il dit, Tremblay. C'est tout, je disais. Ben oui. Ben là, les autres, dans les Tremblay, il y avait Mario Tremblay, Gilles Tremblay, puis c'était tout. C'était un de ceux-là. Bowman a réveillé Mario Tremblay. Ça a mal commencé, ma relation avec Mario. Puis le lendemain, Claude Mouton est descendu pour tout régler les affaires tranquille, pas qu'il y ait de rien. Ça a commencé de même. C'est pas cliché de dire que toi, quand tu as commencé, parce que là, ça arrive de même, quand on dit glorieux, là, c'était ça. Les belles années, même pour les journalistes, y avait-tu une sorte... Parce que moi, je me rappelle de... La compétition était folle. Faut que tu comprennes ça. Il y avait quand même ça. Le scoop, la patente. La différence, ça, c'est vraiment très différent. OK. Penneau et Bertrand Raymond... au Journal de Montréal, à l'époque. Et Penneau à Montréal matin. Okay. Et la presse, c'était un quotidien de l'après-midi. À l'époque, la presse sortait des rues vers midi, 1h. Donc, j'ai connu, moi, Jean-D. Legault pour la presse. Il appelait sa femme Thérèse à 1h du matin, quand il écrivait à Chicago, puis il disait, Thérèse, va m'acheter le Montréal. Elle partait à 1h du matin, elle mettait ses gougounes, elle allait acheter la presse, le Montréal matin, puis le Journal de Montréal, pour être sûr qu'il manquait rien. Puis là, après ça, là, il envoyait ses textes. T'as-tu une idée comment c'était malade, la compétition? Penneau puis Bertrand Raymond, là, c'était une guerre. Puis ça arrêtait vers 9h30 quand on allait souper. Les gens qui ont un souvenir comme moi de toi, des grands textes, des rencontres avec Guy Lafleur, tout ça, mais au départ, tu étais sur le beat vraiment, c'était le match. Oui, j'ai passé 5 ans. 5 ans sur le beat, le résumé du match. Tous les jours avec eux autres. Mais la presse, on n'avait pas... J'étais pas obligé de mettre le score. Dans le sens que le principe de la presse, c'est le monde, ils l'ont entendu, l'écouter à la radio. Il est peut-être à la TV, il y avait 2 matchs à la TV par semaine, le samedi puis le mercredi, à TVA. Puis ils ont lu le Montréal matin puis le Journal de Montréal. Le vrai gars de sport, il a lu le Montréal matin, il a lu... Il dit, toi, Régent, raconte-nous une histoire. Et c'est pour ça que... Puis ça t'allait bien, c'est ça que t'aimais? Oui. C'est pour ça qu'une victoire du Canadien à Saint-Louis, là, on me sacrait, mais... C'était quoi l'histoire de la game? Parle-moi de la proximité, parce que de ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est différent. Mais il me semble qu'il y a eu... Je me rappelle, toi, t'en as écrit. Je pense que Claude Cadorette aussi n'avait écrit des chicanes dans l'autobus. Tout ça, les journalistes, vous étiez avec les joueurs dans l'avion, l'autobus. On était dans des avions, dans des taxis, Puis c'est là que toi, t'as fait des rencontres, tu sais, Mais on était avec eux autres. Oui, mais c'est parce que... C'était-tu à l'hôtel aussi, des fois, au bar? Tu sais, quand est-ce que tu as eu tes plus belles confessions avec les joueurs du Canadien, mettons? Ou les joueurs adverses? Dans les années de beat, là, c'était tout le temps. Ah, toujours. OK, il n'y a pas d'occasion particulière. Non, mais regarde, par exemple, avec Bowman, là, il jouait contre Colorado. Puis le prochain match, c'était, mettons, à Colorado, le prochain match, c'était à Oakland. Fait que là, il nous amenait à Reno par autobus. Ça prenait une journée, mettons. Ou un petit vol. Puis là, on rentrait de Reno à Oakland, en autobus. À Reno, les gars, là, il y avait le Mustang Club. Là où c'est ça, il y a eu... Mettons que le Mustang était un endroit fréquenté par les gens de haut de gamme. Fait que les journalistes, donc, on n'y allait pas. Mais ce que je veux dire, dans l'autobus, là, de Reno à Oakland, ça prenait 5-6 heures. Moi, j'étais assis en arrière avec Bowman, puis... Jase de tout. Puis Ruel, puis on se levait, puis t'allais voir n'importe qui des joueurs. Les gars fumaient le cigare dans le Christophe d'autobus, moi, je fumais ma pipe. Puis, mais non, c'est incroyable. Puis on arrivait là, à Oakland, là, puis il disait, Savard, il disait, vous allez souper où, vous autres? Puis là, il disait, The Three Thieves, c'était un maudit bon restaurant, steakhouse. Ouais. Puis, comment est-ce que vous êtes? Nous, puis là, on arrivait là, il y avait Pointu, Lambert, Savard,
Bertrand Raymond, moi, Penneau. Les gars, t'as pas sa défensive? Est-ce qu'il y avait un certain... Zéro. Mais il y a un respect qui s'installe. Il y avait un code d'honneur. Des affaires qui ne s'écrivent pas, mettons, Régent. Mais les pas ce qui pourrait nuire à mes enfants et mon mariage. OK. Perso, jamais. Ça, là... Tu peux parler du club. Moi, je me souviens, j'avais écrit un vol de Détroit à Vancouver, que Yvon Lambert avait battu un nouveau record, il avait pris 15 bières dans le vol. Le lendemain, il vient voir et dit « Hey, Régent, là... Tabarnache, là, écris les vraies affaires. C'est 10 ça bière. » ça avait été le gros problème. J'ai eu l'impression, Régent, aussi qu'à cette période-là, tu t'es lié d'amitié plus intensément avec Guy Lafleur. Lafleur, Serge Chavard. T'es-tu un vrai ami? Serge Chavard aussi? Ah oui, Lafleur, ça. Les années ont passé, mais tu sais, Flower, quand il y a eu des problèmes avec Marc, son garçon, là. Ça s'est répété quelques fois, quand même. Ah oui, puis, tu sais, vivre ça, là, pour lui, là, c'est de l'enfer. Puis Lise Barré, tu sais, on avait le même âge. 3-4 ans de plus. Guy doit avoir 68, 69. Serge, il est dans 70, là, il vient de frapper 70. Pointu, c'était Larry Robinson. Puis quand on se retrouve, c'est extraordinaire. À la première minute, hein? Bang, tout de suite. Première seconde. Ken Dryden, là, qui vient de lancer son livre, là, j'ai écrit la critique du livre avant de les rencontrer. Puis j'ai fait 2 pages. C'est un livre extraordinaire, la vie de Scotty Bowman. J'arrive dans une librairie, tu sais, les relationnistes, dans tout le... Puis là, toute croche, là, parce que Bowman puis Kenny Dryden, ancien ministre libéral, puis j'arrive là, à tabarnouche, Scotty, « Hey, Régent, come here », là. Puis Dryden disait avant qu'on fasse une entrevue, « Je veux dire que je ne lis jamais les critiques, mais que ma femme me dit « Lis Régent ». Puis il dit, ce qui est important, c'est que tu as trouvé ça bon pour les bonnes raisons. Et là, on a commencé l'entrevue, mais ça dérape bien vite, là. Hey, te rappelles-tu Kenny telle affaire? Puis le Bowman qui rentre là-dedans, puis j'ai été 1h30 avec eux autres, j'avais du stock pour écrire une chronique à peu près 20 minutes sur l'heure et demie. Mais ce que ça m'a rappelé, ce que ça m'a raconté, ça m'est arrivé, moi, d'appeler... il était ministre au fédéral. J'appelais Dryden, je laissais un message. Ça prenait 3 minutes. Est-ce que tu penses que le contexte intéressant de ces années-là de couverture du Canadien était lié aussi au fait que le club allait bien? Parce que quand ça va mal, ça allait plus tough avec les journalistes. Dans ta carrière, ça s'est-tu avéré? Mais non, quand le Canadien était fort, pas vrai, là? Mais non, mais c'était la meilleure équipe au monde, avec l'Armée rouge. Tu sais, ça se jouait là. Puis, tu sais, mais le club était francophone dans l'âme aussi. Tu sais, on dira ce qu'on voudra, là. C'est une réalité. Lafleur, Savard, Lapointe, même Gainé parlait français. Carbonneau, Robinson, puis Carbonneau dans la génération d'après. La génération de 85-86. Puis après ça, jusqu'en 94, Darfous, Turgeon, c'est Éric Desjardins. L'âme était française. Et ça paraissait. Les gars restaient ici. Lafleur, là, quand ils ont perdu contre, je ne sais même plus qui, là. À un moment donné, ils se sont fait éliminer d'une série. Quand ils n'ont gagné 4, ça veut dire l'année d'après, ils n'ont perdu une. Il faut que ce soit les Islanders, mettons. Mais c'est important ce que tu dis, Régent, parce que souvent, l'exemple qu'on nous dit, ils veulent plus. L'argent, on comprend que l'argent, mais l'argent, il y en a partout. Tu vas être payé pareil à Montréal. La neige, tout ça. Il y avait de la neige en 76. Oui, non, bien sûr. Fait que, tu sais, c'est pas que ça. Oui, un club gagnant, une bonne organisation. Mais il y avait un Québec qui existait aussi. Le Québec, en 76, le PQ vient de prendre le pouvoir. Les gars, là, ils étaient respectés. Tout se passe de... Et la rivalité? Québec-Montréal. Ben, tu sais, Canadien, quand les Nordiques arrivent après, en 82. Tu sais, on va rentrer là-dedans tantôt, là. Mais l'aspect francophone... Je vais t'expliquer mon raisonnement d'aujourd'hui. À la lumière de ce que tu sais du passé. Ouais. C'est Serge Savard, comme directeur général. Avant lui, Sam Pollock, qui avait grandi à Montréal, là. Ces directeurs généraux-là, ces grands hommes de hockey, eux autres, ils avaient compris un point majeur qui a été perdu. Montréal était un cas unique pour une raison très importante. C'était la seule équipe dans la seule ville, la seule province, où les joueurs pouvaient jouir d'un avantage social. C'est-à-dire que les joueurs recevaient l'énergie et l'amour de toute une nation.
Les Suédois à Détroit, il n'y a pas de nation suédoise à Détroit. Mais non. Les gars, les Canadiens anglais qui jouent à Edmonton, il n'y a pas de nation comme telle spécifique. Le gars, il vient de Regina, il vient de Winnipeg, il joue à Edmonton. Ici, les Québécois jouaient dans une nation, avec des fans, dans un milieu qui constituait... Presque hermétique, dans le fond. Hermétique. C'est un cas unique. Il n'y a rien d'autre qui existait dans l'ensemble du hockey. Et ça, pour une raison que je peux m'expliquer peut-être en voulant protéger la haute direction, Bob Gainey a choisi d'éradiquer ça. Il n'y a plus de Québécois avec le club. Il en reste 2, là. Il reste Dano, puis... Mais c'est pas les leaders, on est d'accord, là, on est ailleurs. Là. Non, on est ailleurs. C'est pas des grandes vedettes, là. Tu sais, il n'y en a plus. Ils en veulent plus, puis c'est clair et net. Puis, une chose qu'on a entendue de bien des joueurs, le rêve de jouer pour le Canadien, tout ça va dans la lignée de ce que tu dis là. Les joueurs, les Québécois disaient, Christy, faire le Canadien, c'est la fin du monde. C'était la fin du monde. Parce que, le club était un grand club. Ces gars-là devenaient des héros de toute une nation. Et la nation les adoptait. Pete Mahovlich parlait pas français. Mais tu sais, il faisait partie de la nation. Pareil. Puis là, il disait, hey, you live fucking French, blablabla. Puis là, ça gueulait. Tu sais, mais c'est Steve Schott, quand il était chaud, parlait français. Quand il était agent, non. Mais Schott, il était marié avec Ninon, une belle Québécoise. Mais... Les gars, étaient-tu frustrés de ne pas être si payés d'une business qui marchait bien, le Canadien? Mais écoute, tu vas me dire... Les gars, le jour où ils ont commencé à... Le premier à Montréal qui a vraiment régimbé, c'est le jour... Ken Dryden s'est retrouvé dans une cause au Palais de justice et son salaire a été dévoilé, 325 000. OK. Lafleur faisait 175. Oh! C'est ça. OK, c'est parti là. Oui. Et Lafleur, dans l'avion... T'aurais dû voir comment le climat qu'il y avait dans l'avion cette fois-là. C'était Irving Grundman qui était directeur général. T'étais là, toi? Ouais, j'étais dans l'avion. Puis j'étais dans la chambre à Lafleur, dans l'après-midi, quand il a dit... Fallait que tu y jases un peu, ben non, oui. il a dit « je joue pas ». OK, fait que ton texte, c'est ça, là. Ben oui, je me rappelle. Fini. Je joue plus. Ben, je jouerai pas tant que j'aurai pas un salaire digne de ce que je fais pour le club. Irving Grundman a pris le vol de 4 heures avec Claude Mouton et un autre, là, puis ils sont venus Puis les autres, à 5h15, on était... Les joueurs se préparaient à sauter sur la patinoire, puis Lafleur était assis dans son lit, le torse nu, il se transpirait. À un moment donné, Irving Grundman est arrivé, là, les journalistes, on a compris qu'il fallait s'en aller. Et Lafleur est arrivé en taxi d'urgence, puis s'est habillé bien joué. Ils ont réglé sur le champ? Oui, monsieur. Même salaire ou ils ont donné plus? Ils ont donné plus Ils ont reparti son contrat à 0. Ils ont donné à 375 000, je pense, pour 4 ans, quelque chose de même. Puis après ça, on était dans l'avion en revenant à Montréal. Flower était en arrière avec le maire. Puis Flower avait une bouteille de Tia Maria. Puis le maire, lui, c'était un pain de lait. Fait que s'il se faisait poigner, c'était du lait. Il a toujours marché de même, le maire. Mais les deux buvaient, ils appelaient ça un Nestlé Quick. Hein? Puis est-ce que les autres joueurs se sont fait ajuster en même temps? Ça a fait une escalade, j'imagine? Tout le monde... Non, le problème, c'était Lafleur. C'était Lafleur, OK, c'était le gros nom. Ouais. Le reste, les gars, là... quand Serge Savard a appris que Don Norrie, qui arrivait de Boston, gagnait 50 000 de plus que lui, mettons que Serge n'a pas trop... Ça aussi, ça s'est ajusté. Mais Serge, il range ses affaires on the side. Je veux qu'on parle un peu des Nordiques. Parce que les Nordiques arrivent tout tournant des années 80. Puis 79. C'est-à-dire dans la Ligue nationale. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a eu des bons clubs avant. Là. T'es-tu de ceux qui pensent que les Canadiens ont été bons quand les Nordiques sont arrivés? Mais dans le fond, c'est plus ou moins vrai, parce que nous, on vient de dire que les Canadiens étaient bons en patins, puis les Nordiques étaient dans la MH. Mais on disait que le Canadien, la compétition avec le Canadien nordique, ce que ça a fait, le président des Nordiques s'appelait McCammon. Le président du Canadien s'appelait M. Morgan McCammon, un homme sympathique, que j'étais allé interviewer sur sa maison de campagne dans les cantons de l'Est. Je suis arrivé là, il était en train de piocher dans son chemin. Crayon, photographe. On ne demandait pas permission dans ce temps-là. T'avais pas de rendez-vous? Pas tout. Arrête donc. Non, ouais, ça marchait de même. T'arrivais chez eux, bonjour, puis ils savaient qui t'étais, là, bâtard. Oh, ben oui. T'es-tu fait te revirer une couple de fois? Non, pas en tout. Ah, dans ma vie? Ouais. Va-t'en, mon écœurant. Oh, des fucking, ouais, une couple de fois, mais... Mais lui, il avait accepté, c'est ça? Oui, il m'avait donné une entrevue, puis... Donc, Morgan McCammon était président, Irving Grundman était directeur général, Jerry Grundman était son frère s'occupait de la business du building, puis Howard Grundman, le fils, qui était fin, là, mais il était dépisteur, imagine-toi.
Et quand Marcel Aubu est arrivé, Maurice Filion, puis Bob Berry était le coach. Tu veux mourir, tu sais. Bob Berry. Là, t'avais d'un côté, là, c'était les Anglais en rouge. Puis là, t'avais les Bleus à Québec. Ce que ça a fait, là, ça n'a pas été long, ça a pris une couple d'années. Serge Savard, directeur général. Ronald Coré, ils sont allés chercher chez O'Keefe, propriétaire des Nordiques. Ça a juste saisi à Montréal. Ben, c'est-à-dire, ça les a forcés à à franciser, à être meilleurs, puis à s'ouvrir. Tu sais, Maurice Fillon, je sais pas si t'as dû entendre parler par des journalistes du Beat de l'époque. À un moment donné, t'arrives un dimanche dans un play-off. Hein? Oui, parce que les érables coulaient, donc ça devait être une série. Jean Delago, il avait décoré la salle de presse avec cabane à sucre, des érables, puis là, les journalistes, même les journalistes de New York qui arrivaient là, qui venaient couvrir la grosse rivalité, c'est une cabane à sucre avec de la neige concassée, puis du sirop de... Des affaires viandées. Le mardi d'après, on arrive à Montréal. Il y avait la même chose? Un steakhouse. Vous avez bénéficié? Oui. C'est ça que j'ai fait engraisser, tabarouette. Ah non. Mais c'est... Mais l'impression que j'avais de l'extérieur, c'est que le gros club canadien avait des moyens démesurés, puis les Nordiques, c'était un peu broche à balle. Est-ce que j'exagère? Non, les Nordiques étaient bien moins riches, là. Mais il y avait le même propriétaire. Il y en a un qui c'était Molson, l'autre c'était O'Keefe. Ouais. Il y en a un qui c'était 37 des parts de marché, l'autre était 38. T'sais. Puis je me rappelle, je te donner un exemple. C'était vraiment une question, là. Gaétan Boucher, à Sarajevo. Il gagne les 2 médailles d'or. Oui. Et là, Gaétan, on avait trouvé une pizzeria à Sarajevo, qui à l'époque, oublie pas, c'était communiste, puis ça s'appelait chez Gage, G-A-J. Fait que je dis à Gaétan, je dis, hey, nous autres, les journalistes, on a trouvé une maudite place. Toi, là, t'as plus de compétition. Viens nous trouver à soir. Fait qu'on se rejoint. Gaétan. Le gars, il vient de gagner une médaille d'or. C'était-tu facile? T'avais pas de PR, t'avais pas de gars de McDo. 8 personnes, direct. Direct. Fait là, Gaétan s'en vient nous trouver avec, je sais pas qui, un ami. Puis, mais là, moi, j'avais dit à Marcel, j'ai dit, hey, Gaétan vient manger avec nous autres chez Gage à soir. Je te donne un conseil. Sois donc d'un parage. Marcel, c'est mon chum. Ça a toujours été mon chum. C'est encore mon ami. Fait que Marcel arrive. Là, la guerre. Ottawa voulait booker Gaétan pour le recevoir au gouvernement fédéral. Le Québécois qui gagne une médaille d'or, c'est parce que c'est un grand Canadien. Puis là, Molson voulait l'avoir pour la mise au jeu officielle. Puis là, Marcel voulait les avoir à Québec. Puis là, je te rentrerai pas dans les détails, mais Gaétan avait promis à sa belle femme là, qui vit à Montréal maintenant, qui vivait en Allemagne. Je peux pas t'aider, là. Non, mais en tout cas, Karine Flegy, qui vivait à Insel, en Bavière. Il avait promis, après sa médaille, que là, il s'en allait la trouver. Oh! Il est arrivé chaud d'ail un peu ou il est pas allé? Il est allé, finalement. Tout le monde a attendu. Il est allé voir Karine en première. Il a fait 4 enfants, puis il est encore là, puis ils sont heureux. Puis je t'avais conseillé d'y aller. Tu sais, parce que Trudeau sera plus là dans 10 ans, elle va être là. Je pensais pas qu'il y en aurait un autre. Est-ce qu'à la presse, on t'a reproché d'être proche de Marcel Aubu, proche des Nordiques, puis plutôt... J'étais proche du Canadien aussi. OK. Ça, les boss de la presse étaient partisans du Canadien, c'est évident, ça. Ah ouais. D'ailleurs, il y a juste dans... Ils t'ont pas écœuré avec ça, ils ont su travailler. OK, parfait. D'ailleurs, Marcel était une maudite bonne source d'information, il était tellement intelligent. Si tu voulais comprendre de quoi, là, de compliqué... C'est-à-dire, Philippe Quentin faisait la même chose. On descendait à Québec dans le bureau Marcel, puis on disait, peux-tu nous expliquer ça? T'sais, là, il s'installait, c'est comment ce qu'il est. Je veux parler un peu d'Olympique puis de Formule 1, parce que tu as une carrière assez impressionnante. Les Jeux Olympiques pour la presse, ça commence quand pour toi? Ça commence-tu par hasard aussi? 76. OK. Avec Nadia? À Montréal, oui. Parce que c'est écrit sur Nadia aussi. Oui, mais c'est pas moi qui ai couvert. C'est Gilles Marcotte qui couvrait Nadia. Quand je te dis des fois que faut pas s'en rendre compte ce qui arrive, parce que sinon, tu gèlerais. Moi, en 76, là... Tu commences avec la première gymnase de l'histoire à avoir une note parfaite, oui ou non? Oui. Tu parles d'un début, toi. Tu vis ça? Oui, je vis ça, mais je l'ai vécu bien plus que ça. La presse m'avait demandé d'être l'anchorman. Je faisais le texte de la journée pour la presse. Je veux dire, là, j'avais un an de fête avec le Canadien, là, mais j'étais pas un... Mais je sais pas ce qu'ils avaient vu. Ils m'ont demandé... ils t'ont lu, Régent Caroline? Ils m'avaient demandé de faire le gros texte de la journée. C'était l'affaire qui s'était pas... Je me rappelle, moi, il y a un boxeur, Michel Prévost, qui avait perdu la tête après son combat, puis qui avait quasiment frappé l'arbitre. Puis,
Mais j'avais senti que lui, c'était d'autre chose que ça. Et j'étais allé manger avec lui chez Claude Saint-Jean Le Bœuf, l'ancien lutteur, l'ami de Serge Savard, à Greenfield Park. Puis à un moment donné, je le poussais. Puis à un moment donné, il disait, c'est pas vrai que mon père va encore m'écœurer que la boxe. OK. Ça, la phrase, là, quand il y avait... Mais là, comment t'écris ça, là? À 32 ans, c'est pas le docteur Mayou, là. Mais je l'avais écrit. Mais avec délicatesse. Mais lui, c'était tellement... Il avait pété les plombs, mais... Je veux plus rien savoir de la boxe. Je veux plus que mon père m'écœure avec de la boxe. Je veux plus. Et la meilleure façon, c'est... Dans un combat olympique, c'est de menacer de frapper l'arbitre. C'est banni. C'est fini. Est-ce que Montréal avant les Olympiques, Montréal après? Pour le développement social, économique, pour le sport? Quoi. Ben moi, ça faisait pas assez longtemps que j'étais arrivé à Montréal pour pouvoir voir la différence. Ce que je te dirais, cependant, il y a eu 2 grands événements qui ont ouvert Montréal, là, mais big time. L'Expo 67, que j'ai visité un après-midi en septembre sans mettre les pieds à Montréal, puis les Olympiques. Puis... Les projets, t'es en train de me dire qu'il y avait des projets dans ce temps-là à Montréal, c'est pas ça l'affaire? Non, mais quand tu vois qu'ils ont creusé le métro en 3-4 ans, aujourd'hui, ça prendrait 100 ans. Et, il y avait une urgence. T'avais une vision. Des projets? Tu passais, puis tu faisais l'action. Qu'est-ce qu'il y a eu comme grand projet à Montréal depuis ça? Ben moi, je suis arrivé, il y avait Boulevard des Carrés, il y avait Métropolitain. Et là, c'est la même affaire, sauf que là, c'est bloqué plus souvent, plus longtemps. Après ça, c'est tout. C'est ça que je te dis. Les projets, c'était ça. Puis 76 faisait partie des Olympiques, même si ça a été tout croche un peu, puis il y a eu de la en fait, il y a eu le Centre Bell. Oui, mais... Privé, intérêt privé à 100%. Montréal n'a pas mis une scène là-dedans. Mais moi, ce que ça m'a amené, pour moi, personnel, ça veut dire que ça a dû amener ça pour bien du monde. Si je prends mon exemple, si je fais comme Michel Tremblay, là, l'auteur avec les belles-sœurs, si tu fais de la micro... Ma vie à moi, là, mon monde. Et tu te réalises que mon monde finit par être universel. Moi, en 76, ce que ça m'a amené, c'est là que j'ai commencé à côtoyer Dick Young du Daily News, Dave Anderson du New York Times, Henri Georges du Monde, les meilleurs... Pardon. Mes meilleurs journalistes. Les meilleurs au monde étaient là. Puis à un moment donné... je me suis vu que, oh, calvaire, je suis dans la même ligue, là. Je lisais Dave Anderson, sa chronique, sur Nadia. Je lisais la mienne. On était sur le même pace, là. On est sur la même game, là. Ça veut dire que mon compétiteur, il n'est pas nécessairement Bertrand Raymond. Oui, mon ami et compétiteur, mais j'ai réalisé que là... Ça te donne une énergie, c'est pas de l'arrogance, c'est une énergie. Québécois, là, ça veut dire, oh, un instant, là. Et quand je suis allé à Moscou, j'ai fait les Olympiques de Moscou en 80. Oui. Encore là, j'ai retrouvé... Il y avait quelques absents en 80, me semble. Mais il n'y avait pas le Canada, puis il n'y avait pas les États-Unis. Ouais. Mais il y avait les journalistes, c'était là. Les New York Times, eux autres, ils ont envoyé George Vexey puis Dave Anderson. Puis Henri Georges était là pour Le Monde, puis il y avait des Italiens, Bob Verdi pour le Chicago Tribune. Puis là, l'Union soviétique, il y avait au moins une affaire de fun. C'est 4-5 jours après, ils nous montraient, on avait accès à ce qui s'était écrit ailleurs dans le monde. Okay. Parce que ça n'existait pas, l'Internet, là. Ben non. Puis là, c'est à Moscou en 80 que j'ai réalisé que tu peux être le meilleur à Falardeau avec le reflet falardien, c'est une affaire. Tu peux être le meilleur au Progrès Dimanche, c'est une affaire. Tu peux être le meilleur à la presse, c'est une affaire. Mais tu peux être aussi le meilleur, mais là, c'est effrayant, là. Puis je veux pas que le monde dise que non, tu regardes, tu vois ce que tu fais, tu vois ce que les autres font, puis tu dis, oh, calvaire, ça matin, là, c'est moi le meilleur. Demain, ça se peut que ce soit le gars du New York Times. Puis ça se peut que ce soit le gars de Libération qui se moquait des Soviétiques. Mais à un moment donné, tu comprends. Là, tu dis... Et c'est vrai pour tout l'ensemble du Québec, maintenant. Céline Dion. Je suis pas Céline Dion, mais Céline Dion, c'est la meilleure. Ouais. Puis Guy Laliberté avec le Cirque du Soleil, il est parti, Calvez, sur des échappes, brûler à valeur de feu. Puis, tu sais, moi, j'ai pas fait ça. Mais ce que je sais... c'est qu'en termes de compétition internationale, puis je l'ai revécu en Formule 1. En Formule 1, quand Joe Villa devient champion du monde, les Brésiliens, les Suédois, les Finlandais, les Allemands, les Français, les Anglais, tout le monde.
Est-ce que ça commence, ta couverture de la Formule 1 commence avec la mort du père? J'étais pas là à sa mort. J'ai couvert... Mais t'as couvert l'accident, c'est sûr que... Non, j'étais pas là. Non, mais je veux dire, t'as parlé de ça, ça se peut pas, ad nauseam. Je suis sûr que tu te souviens, moi, il était 10 h le matin quand j'ai appris ça. Ah oui, samedi matin qu'on a su ça? Oui, samedi matin, 10 h, j'étais en train de planter un arbre à Saint-Hubert. 3090 rue Savard à Saint-Hubert. Pour une fois que tu plantais pas un joueur. Ah non, je plantais un arbre. Sais-tu quoi? Je suis retourné voir l'arbre 20 ans après, puis l'arbre avait grossi. Ça veut dire que quelqu'un meurt, puis l'arbre pousse. T'as-tu aimé ça, courir la F1? J'ai adoré ça parce que je me disais, ben là, aujourd'hui, c'est District 31, là, mais à l'époque, je me disais, c'est comme un lancer-compte quotidien. La Formule 1, il n'y a rien là, là. Le gars, il rentre dans le char, il fait 2 heures, c'est fini. Mais... Ce qui entoure, c'est ça? Ah, c'est-tu inépuisable, ça, la Formule 1? Parce que toi, t'étais de l'intérieur, là. La finance, les commanditaires, les coups de cheap, l'international, là, t'arrives là, j'ai tellement vu d'affaires, mais puis j'écrivais, là, après une course, là, dans la presse, c'était un tabloïd qu'on avait, j'ai souvent eu 7, 8, 9 pages. Ben voyons. Oui, après une course. Pas la course, c'était rien. Mais toutes, là, les tractations, les ingénieurs, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'argent aussi autour de ça. Ma maison. Puis j'ai appris de quoi d'extraordinaire avec Christian Tortora, mon ami Torto, qui, après 35 ans de Formule 1, savait yes et no. Puis il a réussi à tout faire ça. Il a tout fait ça. Voyons. C'est là que j'ai compris que le français est une grande langue aussi. Torto, il rencontrait Frank Williams. « Alors, Frank, ça va bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? » Puis M. Williams, il répondait en français. Il arrivait avec Barrichello, le Brésilien. Il disait « Hey, comment ça va, mon ami Bach? » Et l'autre, il parlait en français. C'était un français cassé, mais il parlait. C'est sûr qu'il y en avait comme Schumacher ou Coulthard. Mais là, Torto disait one moment, une seconde. Il disait Hey, Richard, mon ami, viens traduire. Là, Torto, il... T'aurais pas dit ça en 74? T'aiderais quelqu'un avec l'anglais, toi? Non, ouais. Mais ce que je voulais dire, ouais. Et ça, c'est important, c'est ce que j'ai retenu le plus. La Formule 1? De la Formule 1, c'est une petite phrase que je vais te conter. À un moment donné, on était en Hongrie. On était à Budapest. Leur circuit s'appelle le Hungaroring. Puis c'était un dimanche matin avant la course. Fouille-moi pourquoi, mais Torto était ami avec le propriétaire de Tag ER. Mais là, j'ai tout eu de la misère. Ah oui, Mansour Roger. C'est un chum. T'es un chum à Torto, parce que Mansour Roger, comme la plupart des grands de l'Arabie Saoudite, avait été éduqué, lui, à Paris. Donc, il parlait un français parisien. Puis là, il aimait le ping-pong. Fait que quand il arrivait dans une ville, le mercredi avec son jet privé, il y avait un gars du staff de McLaren, il était propriétaire de l'écurie, puis de Tag. Ouais. Il installait une table de ping-pong. Il aimait jouer au ping-pong. La table, il a donné aux œuvres de charité après. Et puis Torto jouait un peu au ping-pong. Puis Torto n'était pas bon. Honnêtement, j'étais ancien champion régional. Mais c'est pas ça l'histoire. Puis là, à un moment donné, Torto, il dit Mansour, il dit est-ce que tu couches chez toi ce soir, toi, Christian? Il l'appelait Christian. Christian. Et Torto, il dit ben non. Non, il dit, moi, je suis obligé d'aller ramener la caisse demain, c'est la voiture de location. Et là, Mansour, il avait dit, vois-tu, Christian, la seule différence entre être milliardaire et journaliste, c'est le transport et le temps. Parce que, Christian, aujourd'hui, nous allons manger la même chose. Nous allons dormir à peu près dans les mêmes draps. Nous allons, tu sais, là... des besoins de base. Ouais. Mais il dit, toi, tu dois coucher une nuit de plus à ta pension, aller porter ta voiture, prendre un vol pour Paris, prendre un transfert pour Marseille ou Toulon. Quelqu'un va t'attendre, va te ramener et tu vas arriver chez toi vers 6 heures lundi. Moi, mon hélico m'attend, le jet m'attend, et je vais dormir dans mes draps à Paris. Il dit, tout le reste, on mène la même vie, Torto. Christian, on mène la même vie. Mais il dit, et c'est là que j'ai compris pourquoi le jet privé a une telle
importance dans le milieu des très bien nantis de ce monde. Tu sais... Ouais. Sauf du temps. Le temps. Le temps. Alors que tout le reste, là, sérieux, là, mange un steak à la maison, là, que tu fais ça l'été sur le barbecue, toi, là. C'est le même steak qu'à Paris. On prend notre Oui. respire, Oui. puis après ça, on revient avec l'an 50, les grandes séries télé. Donc, on va parler de séries télé. L'an 50 a marqué des millions de Québécois à jamais, m'a marqué comme jamais, a réinventé la télévision québécoise, a bousculé les habitudes et, je dirais, lancé les carrières aussi. Avec du recul, est-ce que tu comprends mieux, Régent, le succès de l'an 50? Tu peux parler de la genèse de ça aussi. Oui, je comprends mieux dans le sens que l'an 50, ça a répondu inconsciemment à un grand désir de l'enfance. Tu sais, tantôt, tout à l'heure, tu m'as demandé une question de journalisme. Ouais. Tu sais, j'ai dit, pourquoi c'est de l'aventure? Et moi, là, j'ai grandi à Falardeau. Dans le rang 1, autrement dit, là, sur la route régionale qui menait au village. On n'était même pas dans le village. Fait que Avec des moyens limités à l'époque? Non, ben mon père... C'était pas si mal. C'était pas si mal pour l'époque. Ben oui, c'était bon. oui, je comprends. Mais tu sais, ce que j'ai lu à 12, 13, 14 ans, là, dans un été, là, j'ai lu Les Trois Mousquetaires 20 ans après, Le Vicomte de Bragelonne, puis Le Comte de Monte Cristo. Ça veut dire que je commençais à lire à 7h30 le matin. Là, puis là, ma mère me demandait de ramasser la chambre, mais dès que j'avais 5 minutes, je m'enfermais dans la chambre pour lire. Puis si je me faisais achaler, va donc jouer dehors, je me trouvais un arbre dehors, puis Tu lisais à dessus de l'arbre. j'ai lu pendant 3-4 ans là, Dumas, Tolstoï, Dostoïevski, tu sais, les grands romanciers. Balzac m'a toujours ennuyé. J'ai toute la collection de Balzac, elle est là. Ouais. Puis j'en ai jamais fini. Hein. Pourtant, j'ai étudié Le Père Goriot, mais pas grave. Parce qu'il prenait... J'ai appris ce qu'il fallait pas faire en... Ah, ça t'a aidé? Oui. J'ai appris que arrête de décrire où est-ce que ça se passe, puis décris l'action. Alexandre Dumas, tu le sais. Le chevalier, ça commence. La monture est fatiguée. Le chevalier serre les dents, puis il est poursuivi. Là, avant 3 pages, tu vas dire, vas-tu te faire poigner? Fait que moi, les téléséries, quand j'expliquais aux intellos, là, à Radio-Canada, pour eux autres, oui, mais là... Non. Quand tu connais le monde en premier, ils te font-tu une psychanalyse ou bien tu le vois agir? Comment tu rencontres le monde? L'apparence physique, la tenue, puis ce qu'ils font. Puis c'est là que tu dis, lui, c'est un crosseur. Tu fais la psychanalyse après. Quand tu dis, as-tu l'air d'un crosseur, oui ou non? As-tu l'air d'un bon gars, oui ou non? Comment est-ce qu'il agit? On peut-tu se fier à lui? C'est dans l'action que tu définis le monde d'abord. C'est après ça que tu les connais. Et donc, la télé, l'an 50, ça a commencé, la première scène, ils sont dans un restaurant, dans un McDo. D'ailleurs, scène commandée par le producteur, parce qu'il avait placé une plug de... Pas vrai? Oui. Ben voyons donc. Ah ouais, mais ça a toujours été de même. Et donc, mais c'était bon, parce que je manquais d'expérience. Je commençais sur la glace. Est-ce que Fabienne était avec toi à ce moment-là? Au début de l'an 50? Elle était avec moi là, au Ritz. Pas dans l'écriture. OK, pas l'écriture, parce qu'après ça, vous allez travailler ensemble. Oui, dans ce coup. Mais c'est ton idée, ça, l'an 50, ou si quelqu'un t'a proposé d'écrire sur ton monde, le monde du C'est sport? quelqu'un qui... J'étais à Québec... Non, Richard Martin était le grand boss des dramatiques à Radio-Canada, c'était un fan de hockey. Okay. Puis il avait écrit... il avait fait une émission Super Fleur, qui entourait Guy Lafleur. Puis on mangeait au Barbizon, en face de Radio-Canada. Puis à un moment donné, il dit toi, là, tu travailles pas. Viens donc m'écrire un téléroman. Viens donc m'écrire un téléroman. Tu connais ça bien? Ouais. Il dit, viens donc m'écrire un téléroman, ce qui se passerait dans le hockey, ça serait extraordinaire. Puis là, je lui avais dit, hey, moi, là, passe-moi le beurre, mon oncle, là, ça m'intéresse pas pantoute. Parce que les téléromans, ouais, c'est... La barrette à beurre, puis tout. Le temps d'une peste, t'as pas toi, là. Non. Puis, mais le téléroman traditionnel, ça m'intéressait pas. Bon. Et... Mais il y a quand même j'étais à Québec. une graine, là. J'étais à Québec quand le téléphone a sonné. J'allais faire un match des Nordiques. Puis à l'hôtel, à l'auberge des gouverneurs. Je n'ai pas oublié. Puis M. Martin voulait me voir le lendemain, est-ce que je serais disponible. Là, j'ai fait le calcul vite.
À Québec, il s'entraînait vers 11h, à midi, je saute dans mon char. Moi, je dis à 3h30, je peux être là. Je suis arrivé là. Tu savais pourquoi ou tu non. Zéro, OK. Je suis arrivé là, à Radio-Canada, il y avait un homme court avec une grosse barbe, puis en train de fumer sa pipe. Et Christophe, dans ce temps-là, on était civilisés. Fait que, c'était Louis Caron, le romancier. Ah oui? Parce que moi, tu sais, journaliste, écrire des dramatiques. Et le deal du début, c'était Louis Caron écrivait, puis j'y contais des histoires. OK. Ça a commencé de même. Ça c'est 2 ans avant que ça soit diffusé ou quoi? 1 an avant. 1 an? Mais c'est de même, ça devait se faire. OK. Mais là, le premier épisode, je dirais que Louis l'a écrit beaucoup. C'est beaucoup Louis. Mais tu sais, là, je l'amenais au forum. On partait dessus de loin. Il amenait sa galerie de presse. Là. Lui, c'était pas son monde zéro. Ben, zéro. Il n'y avait aucune idée. Et, mais t'as-tu montré? As-tu appris de lui? Non. Pas tant que ça? Louis, je l'adore, pas en tout. OK. Mais c'est Jean-Claude Lard, par exemple, oui. Puis là, à un moment donné, avec Jean-Claude, j'ai appris de quoi? L'essentiel, un grand tableau, là. Lui, c'est le réalisateur, c'est ça? Oui, Jean-Claude. Okay. Tu coupes en 5, parce qu'il y avait 4 pauses commerciales. Et avec Jean-Claude Lard, j'ai pogné en tabardouche. Okay. Il t'a expliqué comment on bâtissait? Et ça s'était jamais fait. Comme ça? La TV de même. OK, c'était nouveau, là. Mais quand on dit que ça a marqué, c'est ça, là? Ça n'existait pas, la télévision se tournait en cinéma. Parce que c'est un découpage cinématographique. Ah oui. OK. Fait que là, il dit, on va avoir des pauses là, donc ça me prend une scène forte là, pour que quand le monde va se lever pour aller pisser, qu'ils reviennent. Puis des punchs, il te montrait ça prend un punch sortir? Un punch mineur à chaque sortie commerciale. Puis un gros à la fin. Un gros à la fin. Okay. Quand là, j'ai compris ça vite. Je fais mon plan, c'est quoi le punch de la sortie? Puis après ça, comment je vais là à la sortie? Comment je fais? C'est quoi les scènes fortes au commercial? Là, j'ai allé plus loin que ça encore. Quand le monde, il revient, il zappe, là, il manque souvent les 10 premières secondes. Mais jamais une ligne forte dans les 8 premières secondes. Laisse-les revenir. Laisse-les revenir de pisser. Et ou de s'ouvrir une bière, ou mangerait un petit quelque chose, là, il se lève, il revient. Il manque 10 secondes. Donc, mais mais j'avais aucune autocensure. OK. Aucune. Je veux dire, moi, la scène, Mercier qui engueule, là, qui dit c'est des suceux de cul à le moment. Putain. Ah ben, qu'on l'a tous dans notre tête. Par cœur. Mais je veux dire, aujourd'hui, moi, je l'ai écrit ça comme je disais. Comment il s'appelait le soignant? Mémé! Nounou! Il y a un chandail! Que je peux pas voir. À soir, il n'y a pas de petite charogne l'autre bord. Tabarnouche. Est-ce que quand t'écrivais Régent ou avec Jean-Claude Lard, vous avez senti le potentiel aussi? Tu sais, des fois, tu dis tout le temps, je pense que c'est bon, je suis pas sûr. Tu sais, on n'est jamais sûr, t'es jamais sûr. Ou tu avais assez de confiance pour dire, d'après moi, ça va marcher? J'ai jamais pensé ça va marcher ou ça marchera pas. D'ailleurs, soit dit en passant. T'essayais que ça soit bon? Je voulais conter l'histoire. Mais toi, t'aimais-tu ça, ce que tu faisais? J'espère. On capotait. On capotait. OK, parfait. Et là, donc, quand ça a commencé... Ah oui, puis après... Mais ce que le monde oublie, c'est... À l'origine, ça devait être un téléroman de cuisine. Ben voyons. Le premier contrat avec Louis Caron, là, il y avait 8 caractères, 3 décors. Là, ça commençait. Et là... Première étoile, Pierre Lambert. T'entendais une voix. Là, tu voyais arriver Pierre Lambert avec push. Pour qu'il ait l'air d'avoir transpiré. Puis. Voyons donc. J'ai écrit 5 demi-heures comme ça avec. Ça n'a jamais été diffusé, évidemment. Non, jamais. Et là, Richard Martin dit c'est pas ça qu'il faut faire. Non, c'est pas ça. Ça et là, la loi a changé. La production privée est arrivée là. Oh! Et là, financement. Le financement public. Ça coûtait-tu assez cher pour l'époque, en 86? Ah bon, non, je suis 850 000 $. Aïe aïe. Le dernier lancé compte qu'on a fait, on était à 750 000 puis là, on n'a fait plus parce que TVA ne veut pas payer plus que 500 $. On peut pas faire le lancer compte à 500 000. Le district doit coûter assez cher? Non. Pas tant que ça? Okay. Non, le district se tourne à peu près à 150 160 000 la demi-heure. OK, parce qu'il y en a... C'est le volume, eux autres. C'est le volume. Et mais à l'époque, donc, s'il n'y a pas le financement privé, on ne voit jamais lancer compte. Non, ça, jamais. Et puis on n'a pas la même liberté. Et non. Claude Héroux était un grand producteur. T'as-tu une idée de ce que les madames puis les messieurs, les intellos de Téléfilm Canada, de tous les fonds de... L'intelligentsia, tout les autres, ben oui. Quand ils lisaient les textes, les documents, les commentaires que Claude Héroux recevait, c'était épou... Et moi, il me les a montrés une fois que c'était fini.
Et Roux était brillant. Il envoyait à Téléfilm et à Radio-Canada des versions qu'il avait nettoyées. Puis il envoyait à Jean-Claude des vrais. Des vrais. Parce qu'il y avait toujours un petit peu de sexe là-dedans. Puis quoi, évidemment. Non, mais pour l'époque, je me disais Radio-Canada, fallait que tu ailles. C'était un miracle. Et je me rappelle. Ça t'arrivait-tu, Régent, de dire ça passera peut-être pas? Bon, m'essayer. Ah non, mais là, j'ai appris un truc là-dedans. Oh! Dans toute télésérie, j'écrivais une séquence tellement épouvantable que c'était impossible que ça passe. OK. Fait que là, je me battais pendant 3 semaines sur cette séquence-là. Puis là, le droit du public, le droit artistique, là, me battait à mort. Parce que le temps que tu te bats là-dessus, le reste passait tout. OK. Puis là, à la fin de cette séquence-là, là, je disais à un moment donné, bon, ben là, finalement, là, vous avez raison, c'est correct, je comprends, vous avez gagné, vous avez tout passé le reste. Et là, mais une fois, on a un personnage dans l'urgence qui se masturbe, c'est une photo, c'était écrit, puis ça fait refuser, ça. Oui. T'avais le visage de Joël Morin, le gros qui était joué par Martin Larocque, le gros conscient, il se masturbe là-dessus, avec les taches de spit. T'es sûr que ça va être refusé? Ça, c'était la scène écrite pour être bloqué. OK. Mais ça a passé comme du beurre. Fait que là, on était poignés avec un gars assez fou. Faut trouver d'autres choses. Non. Là, c'était quoi la logique d'une histoire que le gars était rendu qui faisait ça? Là, on était poignés avec un personnage. Là. Ça a amené jusqu'à faire sauter l'urgence à la fin de la première série. Parce qu'il était faillé, là. Il fallait avoir quelque chose. OK. Nous autres, un des plaisirs qu'on avait, autant dans le scoop que dans l'enséquence, c'était d'essayer de deviner de qui tu parlais. C'est inspiré. Jusqu'à quel point ça se peut pas que t'inspiré de ta vie à toi, là, de journaliste, de ce que tu as vécu, mais jusqu'à quel point? Y a-tu une série où ça l'était plus? Mettons Scoop. Prenons un Scoop et l'enséquence, là, ces deux-là. Ben, comme dans l'an seconde. Scoop, c'est la presse, un peu, même si oui, c'est ton monde. C'était mon monde. On l'avait appelé l'Express. Oui. Puis Roger Deslandry était mon ami. Ben, dans la vie, là. Alors, il l'est encore aujourd'hui. Ça fait que, tu sais, je sais bien. J'en suis que j'avais pas une idée de l'apport de marketing que ça donnait à la presse. Ça valait une fortune. Voyais-tu, comme certains auteurs qui disent, j'ai écrit ça en pensant à telle actrice, tel acteur. Ça t'arrivait-tu, ça? Oui. Mais ça c'est. Mais pas tant. Il y en a juste un que j'ai fini par l'imposer. Puis ça n'a pas été un choix extraordinaire, je te donnerai son nom tantôt. Mais comme Pierre Lambert, là, c'était pas connu encore, là. Quand tu fais la première, Pierre Lambert, à un moment donné, André-Philippe Gagnon arrive, puis, mais là, il était pas connu, André-Philippe Gagnon, il avait 25 ans. Il faisait des imitations, mais il n'avait pas fait We Are the World. Mais non. Mais il est venu pour faire Pierre Lambert, lui. OK. Il a fait les auditions. Il a rencontré le producteur, tout ça. Mais quand j'ai vu Karl Marotte, en le voyant, lui... C'est lui. On était à l'Arena, là, parce qu'il fallait que les acteurs montrent qu'ils savaient patiner. Ben oui. Et en le voyant, lui, il avait la tête de Pierre Larouche, je trouvais. Beau bonhomme. Beau bonhomme. Puis il était pas mal au hockey? Ah, oui, mais en plus, les gars, il y avait de l'argent dans ce temps-là. Les gars ont travaillé 6 semaines avec le coach Georges Larivière. Des cours. Georges Larivière, qui était coach à Granby, le grand docteur en hockey. Ils ont été 6 semaines à travailler avec tous les jours. Pour mieux patiner, savoir. Mieux passer, puis il y avait de l'argent. Toi, t'allais-tu à la production? Tu as dit que t'écrivais, mais est-ce que t'aimais aller voir la production? Au début, c'était très excitant. Au début, j'aimais ça, voir comment est-ce que Linda Hébert, tu sais. Parce que Linda Hébert, dans ma tête, ce que j'avais expliqué à Jean-Claude Laure, elle a un côté Régent Tremblay professionnel. Tête de cochon. Tête de cochon, elle veut savoir. Mais j'ai dit, je voudrais qu'elle ait la classe de 2 journalistes féminines que j'ai connues à l'époque, parmi les pionnières. Tu avais Robin Herman du New York Times, puis tu as eu Lisa Foula, son nom de famille à l'époque, c'était Lisa Hébert. Oui. Elle était mariée avec Michel Hébert, un pharmacien. Donc Hébert peut venir de là, peut-être, dans ton personnage? Ah oui, c'est un clin d'œil. Elle sait, Lisa. Ah oui, c'est un clin d'œil à Lisa. D'ailleurs, elle avait travaillé à la presse, elle avait 3 mois, puis en tout cas. Mais ça, c'était ça. Lulu, c'était Lucien Boivin, c'était Ghislain Luneau, Lulu. Celui qui est mort d'un accident d'auto? Oui, d'un accident d'auto à Sainte-Rose-de-Poulary, en Abitibi. Puis Denis Bouchard était venu, puis j'avais présenté Lulu. Il l'avait suivi pendant une soirée, il était un petit nerveux vite. Puis bon garçon. Y en a-tu de ces acteurs-là qui t'ont dit « Merci, Régent ». Oh, bon. Parce que ça a lancé des carrières. Ah, voyons. Marina, c'était même pas une actrice, Marina. Marina, c'était un modèle. Puis on savait pas lequel y aurait le rôle dans les deux. Il y avait elle, puis je sais pas, Saint-Jules ou Saint-Jean. Puis il avait joué la même scène, une qui faisait Marie-Lou,
puis l'autre faisait... son ami. Puis Marie-Lou, c'était l'ami de Marina, ben, il se brossait les cheveux, tu sais. Puis il avait fait la scène, puis là, Jean-Claude disait « Lequel comprend? Puis là... Il te l'a demandé? À toi, à ce moment-là? Jean-Claude, tête de cochon, tu sais. Okay. J'avais pas d'expertise, tu sais. Mon feeling. Ouais. Fait que finalement, il avait dit... Comme pour Linda Hébert, c'était Sylvie Bourque qui était blonde, mais moi, quand, la brune qui avait passé l'audition, c'était Anne Masson, que je trouvais qu'il avait le look. Mais il a pris Sylvie Bourque, c'était extraordinaire. Mais aller vite à la... Mais quand la coproduction de L'Ancien Comte est devenue une coproduction avec la France et la Suisse, les Français ils ont exigé d'avoir une actrice. C'est comme ça que Marie-Lou est devenue Sophie Renoir, une actrice française. Ouais. Mais pauvre Madame Saint-Jean, qui avait eu... Ils ont pris Marina pour Suzy Lambert, puis ils avaient dit on va prendre l'autre pour Marie-Lou. Mais quand la France est débarquée en ville, c'est pour ça que la mère à Pierre Lambert, c'est Macha Merrill, une Russe française. Ouais. Au moins, Macha Merrill, ses grands-parents étaient russes. Là, ça m'accrochait au hockey. Mais sinon, j'étais poigné. Moi, elle s'appelait Constance, je pense. C'était une maman Plouf, la mère de Pierre Lambert, à Trois-Rivières. Il y a Natacha qui a marqué aussi une génération. Natacha, elle a marqué beaucoup de gens. Oui, effectivement. Mais écoute, en même temps, Natacha avait été imposée parce que... Par la production? Non, oui, c'est une coproduction française. Okay. Elle était considérée comme une actrice française. Mais pendant que tu écris ça, pendant que c'est un gros pan de ta carrière, tu continues, tu slackes rien? T'es-tu dans des années où tu travailles comme un câble? Ah non, je faisais la presse, la radio. T'as jamais arrêté? Ben oui, c'est ça. Arrêté. Mais là, c'était intense. Là. Mais T'étais-tu bien de travailler comme un fou? Pas vrai? Toi, là? Oui. Oui, OK. Oh, j'ai pas changé, là. J'aime ça. Puis le matin, je me lève, là, puis... mais à l'époque, quand j'écrivais une télésérie ou un roman, la différence, c'est que je me levais à 5 heures. Là, je me levais à 6. Je me levais à 5 heures, j'écrivais le téléroman jusqu'à 7 heures. Là, je plaçais des appels partout, parce qu'il faut que tu appelles avant que les secrétaires filtrent. OK. Vite, tôt. Tu appelles à 7 heures. Fait que là, tu vas avoir ton retour d'appel. Moi, d'habitude, à 11 heures l'avant-midi, là, tout est enligné pour la journée. Et je réécrivais en après-midi pour... Comme journaliste, t'es assez loner. Tu connais plein de monde, mais tu faisais tes affaires. Quand t'es arrivé là-dedans, tu as travaillé avec Fabienne, c'était-tu le fun de travailler à deux ou c'était des compromis tout le temps? Ben là, on était mariés. Oui, vous étiez ensemble, c'est ça. Mais c'était-tu un plus? Fabienne, vous vous relancez, tu sais, des fois, tu as du plus avec ça. Oui, mais ça a eu un impact négatif sur le couple à un moment donné. OK. C'est... trop intense dans le travail. On arrivait, mettons, je me rappelle... Fabienne est vraiment rentrée dans ce coup. Oui. Elle a travaillé dans un des téléfilms. Puis c'était utile. OK. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, je prenais son point de vue aussi dans l'Ancien Comte. Scoop, réseau, casino, est-ce que vous êtes là? On était ensemble, vraiment ensemble. On a fait les 4 scoops, puis Urgence. Urgence. Puis j'ai signé Paparazzi, mais je n'ai pas travaillé dedans, pratiquement. OK. Puis j'ai fait les premiers... j'ai été impliqué dans les premiers Virginie. Puis quand on a divorcé, j'ai cédé les droits. Les affaires vont bien, de toute façon. Toi, ça va bien aussi. Mais Fabienne, c'est une carrière fabuleuse. Puis, tu sais, le monde, il dit, ouais, c'est toi qui as montré. Ouais, mais j'aurais pu montrer à 25 000 autres. Ouais, mais ça prend le talent. Voyons. Ça n'aurait pas donné Fabienne. Tu sais, comme là, ma blonde Julie a fait de la production pendant 18 mois. La dernière année, ils ont fait 11 documentaires qui ont passé à TVA Sport. À 3. C'est comme Obélix, c'est comme si elle était tombée là-dedans. Elle, la production, là, a tout compris en partant. C'est sûr que j'ai montré comment faire une pré-prod, comment faire une harmonie de documentaire. Mais Fabienne, au début, là, ça y prenait, pour écrire 56 lignes, ça y prenait 12 heures. Voyons. À la presse. Elle avait une petite chronique éditoriale, okay. Là. Puis, à un moment donné, je l'ai aidé à trouver son style. Je te raconterai pas ça comment, là, mais à trouver son style. Puis après ça, c'est mis à écrire bien plus vite. Puis à un moment donné, mettons le premier scoop, je veux rien y enlever. Là. Le premier scoop, c'était évident, c'était mon univers. Mettons, j'ai fait 80 %. Le premier. Je peux te dire que le deuxième, c'était 40-60. Après ça, a pris sa place. Puis après ça, puis dans Urgence, il y a des bouts que j'ai trouvés qu'elle avait pris le lead dans certains aspects. Mais le problème, c'est que, tu sais, on allait manger... Vous étiez tout le temps trop là-dedans, dans le fond, c'est ça? Okay, mais on était assez sauveurs, puis t'es rendu 9h30, 10h le soir. Puis là, tu sais, Dumoulin, non, je suis pas d'accord que Dumoulin avec... Mais il reste-tu du respect entre vous deux?
Ben, moi, en tout cas, je respecte profondément tout ce qu'elle... je veux dire, entre toi et moi, là... Quand tu as passé du temps de même avec quelqu'un, c'est pas du temps perdu. Ben, c'est une expérience parmi d'autres. Moi, ça m'a aidé dans la vie beaucoup. Puis là, regarde. Mais tu peux être fier de son succès aussi, tout comme elle peut trouver que tu travailles bien. Ça se peut, ça. Mais on n'est pas obligé de se fréquenter. Non, elle reste ici à Saint-Sauveur. Puis là, je viens de faire la route 106 avec son frère. Louis, mon ex-beau-frère. Mais j'aime ça entendre ça. Pourquoi pas? Ben là, je viens d'acheter un char de Marcel Godreau en Floride. C'est le frère de Louise Godreau, mon ex. J'ai acheté ça au mois de décembre. Là. Cadillac, un bon deal, appelé Marcel. J'ai l'impression, Régent, que tu fais aujourd'hui à peu près juste ce que tu veux. Sans dire que tu envoies promener le monde, mais j'ai l'impression que tu as élagué ce qui t'intéresse moins. Puis tu fais, là, tu es plus boxe. Moi, c'est moins mon univers, mais ta blonde est là-dedans. Je sais que tu as toujours aimé ça. Mais est-ce que c'est ça un peu? Ben, je suis dans la boxe parce que j'ai accès aux athlètes. Aux histoires. Ouais, fini. C'est fini. T'as tout dit. Quelle histoire que tu as lue sur le Canadien, toi, qui n'avait pas été mâché par l'organisation? Le problème de diabète d'Omi, préparé par qui, tout ça? Par les PR du Canadien, par National, puis... c'est sérieux, là. Quelle histoire t'as appris sur le Canadien depuis, mettons, 5 ans? Régent, on peut pas se laisser sans parler de ton passage de la presse à Québécois. Ouais. Moi, je l'avais entendu parler, mais tu sais, on entend parler de bien des affaires qui n'arrivent pas, là. Puis je savais pas si c'était vrai. Finalement, quand c'est arrivé, j'ai dit, bon, oui, est-ce que tu as le goût de me dire qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il y a eu oui, mais... Y a-tu une chicane ou c'est un vœu de l'ailleurs? Non, aucune chicane. Zéro. Zéro. Bon. Fait que t'as encore des amis à presse, toi, là. M'en compter si on a un peu de temps. Vas-y. Mais ça s'est passé... Ça a commencé, M. Pierre Pellado. Père. J'étais encore avec Fabienne dans le temps. Je pense que Fabienne l'intéressait probablement au moins autant que moi. T'sais, on allait souper à sa maison ici pas loin, là. OK. Puis la façon dont il s'installait de même, Fabienne là, puis moi là. OK. OK. Fabienne n'est pas juste un peu jolie. T'sais. Bon. OK. Et à l'époque, elle devait avoir 35 ans. Fait que c'est ça. Et... Lui, il commence à avoir des vœux pour toi? Oui. Puis après ça, je l'ai rencontré au Club Saint-Denis. Il m'a fait une offre d'emploi, des affaires à la Pierre Pellado. Bien avant que tu traverses, là, c'est ça que tu dis. Oui. Il m'avait offert le job. Il dit, je veux que tu deviennes éditeur du journal. Baptême. Oui, mais j'ai dit, vous en avez un, M. Lamort, là. Oui, mais il dit, il sera plus là. Cliss, il sera plus là. Puis 3-4 mois après, il est parti. Et ils ont nommé quelqu'un qui était extraordinaire. Moi, j'ai refusé. Puis, plus qu'une fois, je comprends bien, tu as refusé de traverser. Oui, une fois, ils nous ont offert une belle offre à moi et à Pierre Foglia. Et c'est là qu'à la presse qu'ils ont réglé notre problème aussi. Okay. Les columnistes... Il en sortait 2 d'une claque. Oui, wow. Ils voulaient les 2. Puis Foglia, lui, il disait, tu y vas-tu? Bon, il dit, tu viens pas. Mais j'ai dit, non, il veut que j'aille boss. Puis j'avais pas le goût d'aller m'enfermer dans... Mais non. J'ai tellement d'admiration pour Danny Doucette, là, le boss du Journal de Montréal. Là. Bravo. Christophe qui travaille, tu sais, puis il travaille... Mais ce que je voulais dire... Fait que ça a resté de même. Puis Pierre-Carl, il faut pas oublier une chose. Le retour de l'ancien compte à la nouvelle génération, c'était à TQS. Qui c'est qui était propriétaire de TQS dans ces années-là? Avant Rémillard, c'est ça? C'était Pierre-Carl. PKP. Puis il avait acheté des journaux, puis j'avais juste envoyé un mot, tu sais... Je suis fier de toi. Je l'avais vu dans une entrevue à CTV expliquer pourquoi il avait acheté les journaux Sun au Canada anglais. Puis ça restait là. Puis après ça, on se voyait de temps en temps dans des affaires. Mais jamais ça. Et Christophe, à un moment donné, jouait à Star Academy, le grand drapeau du Québec. Fait qu'à un moment donné, pour aller vite, je reçois par quelqu'un une offre. Puis je dis, non, tant que c'est en lockout, il n'y en est pas question. Puis là, à un moment donné, eux autres, ils savent quand est-ce qu'ils vont mettre fin au lockout. Bien avant. Mais oui. Puis là, c'était le retour de Céline Dion. Fait que je reçois une invitation d'aller je suis invité à Las Vegas avec Pierre Carl, puis on va aller voir là. Mais là, j'ai dit, il y a des affaires dans la vie, je peux y aller. Moi y aller. T'as pas besoin que lui peut y aller. Là. C'est ça. Ben oui. Il a rappelé René. Je suis allé là avec Pierre Lassonde. Tu sais, Pierre Lassonde, pas les jus, là. L'autre, 4-5 fois milliardaire, Pierre. C'est un de mes chums. C'est pas du name dropping, mais Pierre, c'est mon chum. Fait que...
Là, vous êtes allé voir le show. Ben oui, mais là, tu l'as croisé pareil, c'est sûr. Bon, ben c'est sûr que je savais qu'après le show, il serait là. Ben oui. Fait que là, je pars avec Pierre. T'as dit comment est-ce que c'est le monde? Je dis à Pierre, Pierre, je t'ai réservé une suite au Caesars Palace. Il dit non, je vais aller coucher chez nous. Il dit pardon. Ben oui, il dit, moi, je suis un des propriétaires du Wynn. Je vais aller coucher chez nous. Des fois, là, à un moment donné, il m'appelle, je suis en Floride, il dit, check donc ça, les maisons. Hein. Je dis, ouais, 500. Non, il dit, pas 500, mais il dit un petit peu plus. Là, Un petit peu plus? Il est à Delray, il a plus 5-6 millions. OK. Je sais pas où il a trouvé la maison. C'est lui, sa maison, là, où MD Despatie, que tu connais, va souvent passer une semaine l'été. Tu sais, la maison dans le film de Grace Kelly, de Alfred Hitchcock. En bord de mer, là? Ouais. Il a acheté ça. Il a acheté ça. Il passe l'été là. Bon, en tout cas, tu vois le genre. C'est tant mieux pour lui. Moi, ça me gêne pas du tout. C'est ça pour ben oui. Donc, là, je rencontre Pierre-Carl après, puis on jase. Puis je l'ai vraiment aimé beaucoup. J'aimais beaucoup Julie Snyder aussi. Puis là, à un moment donné, là, à la presse, je voyais venir la tablette. OK. Le numérique? Oui, le numérique. Tu avais des doutes. Puis je voulais jamais mieux le papier. Puis j'aime, tu sais, puis je parlais souvent avec André Desmarais, parce que ses billets de saison au Canadien, c'est lui, il est dans le 101, moi je suis dans le 103. Après la première période, on jasait, tu sais, puis il me semble que plus ça allait, puis moins c'était mon univers à moi. Politique, en tout cas, je peux te dire ça. Et là, à un moment donné, quand ça s'est réglé, le lockout, j'ai un de mes amis, mais là, tu rentres dans l'univers, là, il y a juste toi qui vas savoir ça, là. Ben, le monde va t'écouter. Le vice-président du contentieux, le gros il est plus vice-président exécutif chez Québécois, c'est Marc Tremblay. Je connais le nom. Marc Tremblay, l'avocat, c'est le cousin de Fabienne puis de Louis Larouche. Moi, Marc, là, j'ai traîné ça en ski sur le lac Lachigan, des étés de temps, avec sa blonde. J'avais un bateau. Puis là, Fabienne, il avait 30 ans. Là, il a joué dans l'ancien compte. Il faisait un méchant des Penguins de Pittsburgh qui se battaient. Fait que, quand Marc m'appelle, là, c'est pas pareil comme... Mais non. Fait que Marc, il dit, gros, je veux aller manger avec toi. Là, tu savais de quoi il s'agissait. Là. Bon, ouais. Skinétique, c'était pas ça, là. Non, c'était d'autres choses, là. On est allé manger au Mont-Saint-Stéphane avec Pierre Dion. C'est Pierre Dion puis Marc qui ont fait le pitch. Là, j'ai été... T'étais shaké, ouais. Ouais. Puis là, je suis pas un enfant d'école, par exemple. Là, en tant quelle année, on est quand, là? C'est en 2011. Ouais. Et là, j'ai dit, c'est parfait, là, ça m'intéresse. Mais tout va être négocié par Marcel Aubu. À votre niveau, ça prend quelqu'un de votre niveau. Puis j'ai dit, grosso modo, je voulais avoir 3 téléséries garanties. C'est pas compliqué, 3 téléséries, ça fait 2 millions. On part là. Puis je voulais pas avoir... Pas trop de contraintes, j'imagine? Tu t'écris quand ça te tente ou... 26 semaines par année. OK. Puis... Temps par semaine d'articles? Comment ça marche pas, là? OK. Comme la semaine. La semaine passée. Il y en a, tu vas en avoir la semaine prochaine. Puis tout le monde est gagnant. Marcel, c'était dur de négocier. Ah oui? Parce que là, la presse, je les comprends. Je suis allé voir Guy Crevier pour dire, je m'en vais. Mais j'avais signé un contrat de pré-retraite. Oh, mais j'ai dit, Guy, j'ai fait 37 ans ici. J'ai jamais demandé une journée de congé maladie. Mais malgré tout, ils m'ont laissé passer, mais ils m'ont bloqué 8 mois. OK, ils t'ont pas tout donné. Au Journal de Montréal. J'ai été 8 mois sans pouvoir écrire dans le journal. Mais quand je suis revenu, la journée du 8e, invitons à s'asseoir parmi les 30 autres. Aujourd'hui, en 2020, je pense que oui. Je pense que si ça avait été, par exemple... Dans le club des grands riches, ils ne veulent pas ça. Si ça avait été... Mais là, c'est... Je pense que quand des talents politiques, ça leur a fait bien... Je ne sais pas si on va être mort. C'est bon. Simona avait raison, Batin. Simona a du pas avant 2018. Oh, mais Chris, c'est le temps. Le problème, c'est quoi le plus gros problème? C'est que ça marche tellement bien, la Ligue nationale, maintenant. Ils n'ont pas besoin d'un marché. Ils n'ont pas besoin de brasser de la chenoute, là. Non, hey, Seattle, t'as-tu vu ça, man? 1 milliard le building. Ça t'arrive-tu d'être fatigué ou t'aimes ça encore autant? J'aime ça autant. Honnêtement, là, j'ai une santé assez
Là, j'ai 3-4 taches dans le dos là, qui sont apparues. Que je m'en vais. C'est pour ça que qu'on a fait Cancer de peau, peut-être? Ben, ça se peut-tu? Je vais aller voir. Oui, mais c'est 87. Je veux t'encourager parce que j'ai Dr Claveau, qui est un éminent chercheur, c'est un gars de Québec, puis je le connais. Puis il nous dit autour de 95%, c'est bénin, la plupart du temps. Non, mais je vais voir pareil. J'ai jamais rien fait. Mais t'as dit comment... Mais nous autres, on mettait de la crème solaire quand on avait un coup de soleil. On était niaiseux, mais nos parents ne savaient pas plus. Quand est-ce qu'on mettait de la crème de prévention? Moi, j'en mets en moto. Tu sais, les raids de moto... On en met partout, ça, honnêtement? Non, ben les bras, puis la face. On est des têtes de cochon, là aussi. Mais sinon, là, quand j'ai été opéré pour le cœur, pour arythmie, ils m'ont fait, ils appellent ça une fulguration. Là. Ils rentrent un laser dans le cœur. Puis c'était spécial comme opération. Ils tranchent ça par laine. Le laser, puis une loupe. Là, puis avec le laser, ils brûlent à l'intérieur du cœur. Ben voyons. Ah ouais. Ça t'a-tu fait du bien après? 14 jours après. Pas 15, pas 13. 14 jours après, j'étais sur un Harley à Chicago. Oh. Puis on allait faire la route sur les 6. Ils m'ont demandé, ils ont dit, il faut que tu boives au moins 3-4 litres de Gatorade par jour avec de l'eau pour les électrolytes. Puis, juste de ça ou des fois tu pouvais prendre d'autres choses? Un petit... Non, je n'ai jamais pris d'alcool. OK. Mais c'est-tu un de tes plaisirs fous, la moto? Oui. C'est quand tu dis sacrez-moi patience, mais ta blonde en fait aussi? Vous partez ensemble? Ah, c'est une moyenne bikeuse, elle. Puis pas en arrière de toi, là? Non. OK, ça, c'est le fun. Hein. Elle en a un en Floride, puis elle en a un ici. C'est qu'à un moment donné, là, on dit, on s'en va-tu aux Keys? On s'en va à Key West. On part... Non. Moi, ça... Puis avec mes chums aussi, tu sais... Les petits pauvres, là? La randonnée des petits pauvres. Albert me parlait de ça dans le temps. Ah oui, la randonnée des pauvres. Mais Albert, était vraiment un pauvre dans la gang. Il me l'a dit. Il dit, les gars, ils font transporter le moto, Marcel, puis Rénal Brière, puis Batins. T'as-tu une idée, là, que rouler avec Lucien Rémillard, on prenait le jet à Lucien pour s'en aller à Vegas. Puis là, on faisait de la moto, on louait les motos à Vegas, puis on montait à San Francisco, le désert. Puis on revenait... Mais Lucien... Quel fun. Lucien, dans le jet, c'était lui le boss, c'était son jet. Mais dans raid, il était pas patché, lui. Il était un hang-around. Invité. T'as voulu qu'il y a rien. On disait, Lucien, prends ma valise. Régent, merci beaucoup. Écoute, c'est extraordinaire. Je suis content qu'on puisse avoir fait le tour. T'as-tu tout dit? Non, mais là, j'ai pas de discours à faire. Le seul discours que j'ai à dire, c'est... Moi, je dis souvent, là, j'ai Zachary, là, c'est mon beau-fils, il a 16 ans. Mais c'est mon gars, c'est comme mon gars. Et Zachary, là, je lui ai dit ça, là, je lui ai dit une phrase que j'aurais jamais dû dire, il y avait 9-10 ans. J'ai dit, dans la vie, t'as pas toujours ce que tu mérites, parce que tu négocies. Ça, il a appris ça en tabarnouche. Sortirais-tu les ordures? Ouais, il me donne quoi? Ça, il a appris ça vite. Mais j'ai dit d'autres choses aussi. Ça tu as une idée, Zachary, c'est quoi? Passer sa vie dans le wagon en arrière. Que tu sais même pas ce que le train va. Puis ce que c'est qu'il passe-tu sur un pont? Y a-tu une rivière? Il se passe quoi en avant? T'es dans le pit en arrière. Ben, il dit, moi, là, je vais te donner juste un conseil. Arrange-toi pour être en avant. C'est un du bon conseil. Parce que, honnêtement, j'ai passé ma vie pas mal en avant. Et... ça fait moins de regrets, dans le fond. Tu sais, en 2002, à Salt Lake City, j'étais avec... puis il y a toutes sortes de façons d'agir. Un sourire, puis à un moment donné, je savais que j'avais la préposée aux places dans la galerie de la presse. À Cœur-le-Pas, Calvez, c'est elle qui peut... C'est elle qui met les papiers. Ouais. Sois fin, puis ça se peut que tu aies une bonne... c'est elle que tu peux dire... Et puis tu prends ton papier, Régent Tremblay l'apprête, puis tu l'amènes en avant à première rangée. Puis le gars de la Suède, il se retrouve 4e. Il avait juste arrivé plus de bonheur, tu vas me dire, mais en tout cas. Puis, ça marche même. Ça marche même un peu. Puis là, j'étais à côté d'un jeune avec Simon. Ouais, Simon Drouin de la presse. Là, à un moment donné, il y a une punition. Mario le mieux. Mario, il est là. Là, je dis, hey, Mario! Il regarde, ça s'arrête là, il dit, parle pas, là, mais... Il t'a entendu. Puis là, tu dis, à Drouin, regarde les gars en arrière, ils ont payé 3500. Toi, là, en plus, t'es payé pour regarder la game. T'es meilleure place qu'eux autres. J'ai passé ma vie mieux placé que le gars qui payait 3000. Merci, Régent.